Merci Johan d'avoir accepté de faire ce podcast avec moi pour parler du Panama. C'est la deuxième fois que tu viens sur la chaîne. La première fois, on avait parlé sécurité et crypto, mais aujourd'hui, comme Mhm. son nom l'indique, on va parler donc plus du Panama. Est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas? Eh ben oui, déjà, un grand plaisir de revenir et d'accepter ton invitation encore une fois. Donc moi, je suis Johan. Je pense que certaines personnes de la communauté, de ta communauté peut-être me connaissent un petit peu. Je travaille chez Realty depuis maintenant plus de 4 ans et demi. Euh, voilà, je m'occupe de tout ce qui est marketing avec un vrai focus sur tout ce qui est relations presse et partenariat, créateur de contenu au sens un peu large du terme. Et voilà, tout simplement. Et puis c'est ça. Et je crois qu'on va parler surtout du Panama aujourd'hui et de mon expérience de vie ici. Voilà, un petit peu l'idée. Exactement. Qu'est-ce que tu pourrais nous dire d'ailleurs justement du Panama? Ça fait combien de temps que toi tu vis au Panama? Alors moi, en fait, je suis arrivé. Alors vie, je fais pas mal d'allers-retours, mais je suis assez stabilisé là au Panama depuis à peu près fin d'année dernière, officiellement. Par contre, je suis venu pour la première fois au Panama en janvier 2023. Et depuis janvier 2023, je suis revenu 4-5 mois avant de prendre la décision de m'y installer pour du moyen long terme, ça on verra par la suite, mais en tout cas voilà. Donc en fait moi je suis venu, c'était même pas en rapport spécialement avec Realty pour être très transparent, parce que je suis venu avant même qu'on ait les premiers biens ici, et je suis venu plus dans l'idée de déjà expérience de vie. Moi ça faisait avant le Panama j'habitais au Portugal et ça fait des années que je n'habite plus en France en tout cas. Donc il y avait déjà cette envie-là. Et il y avait surtout l'envie par rapport à ma position chez Realty de développer le marché en Amérique latine et du coup de travailler avec des personnes sur les marchés locaux en Amérique latine, donc agence de presse, créateurs de contenu, advertising et tout ça. Et donc moi à la base c'était plutôt dans ce sens-là de cette envie de venir en Amérique latine, c'était plus dans l'idée de développer les partenariats localement. Et le Panama m'est venu parce que c'est quand même un pays où les gens parlent ont un bon niveau d'anglais, la qualité de vie et surtout US dollar, donc moins de problèmes de change ou de potentielle inflation et un peu plus sécurisé. En tout cas, ça c'est déjà ce que je voyais avant de venir. Et donc moi, le choix il s'est fait comme ça. Et par la suite, en fait, on avait déjà envie de venir s'implanter sur l'Amérique latine. Et le Panama était le premier pays pour plus ou moins les mêmes raisons, hein. De toute façon, ça a déjà été disclose. Stabilité financière, qualité de vie et surtout pays qui se développe beaucoup. Mais en tout cas, moi, ma venue au Panama, elle est plutôt, c'est une heureuse coïncidence, mais c'est plutôt un hasard. Je suis venu avant même qu'on vienne investir ici. Donc voilà. Je te laisse continuer si tu as d'autres questions un petit peu. Bah, justement, tu parlais un petit peu de la qualité de vie. Qu'est-ce que tu pourrais dire justement sur la qualité de vie au Panama? Qu'est-ce qui te plaît là-bas et qui t'a fait bah, du coup partir du Portugal ou même partir de la France dès le début? Bon, alors la France, ça fait beaucoup plus longtemps. Avant, j'ai vécu en Asie, j'ai vécu en Amérique du Nord. Donc la France, ça fait quand même des années que je suis revenu que de manière épisodique. Euh, donc voilà, en fait, le Panama, c'est surtout qu'il y avait l'opportunité de découvrir l'Amérique du Sud. Moi, je connaissais pas du tout centrale et du Sud, du coup, par extension, parce que en étant là, je voyage un peu plus facilement sur l'Amérique du Sud. Il y a déjà cette envie-là. Moi, c'était des pays que je ne connaissais pas. Et puis la qualité de vie. Après, moi, le Portugal, c'est un pays quand même qui est plutôt sympa en termes de qualité de vie, mais il y avait vraiment cette envie de changement. Tu vois, une température, la météo, il fait 35 degrés à l'année. Alors, il y a une saison des pluies qui est l'été, l'équivalent de l'été en France, qui pour le coup au Panama, c'est plutôt l'hiver, mais l'hiver, façon de parler, c'est une saison des pluies, où là, c'est très humide, c'est pas nécessairement la meilleure, pas super agréable, mais il fait quand même 35 degrés à l'année, tu vois. L'été, il fait entre 35 et 40 degrés, donc c'est super cool, super agréable. Il fait chaud tout le temps, tu te poses pas de questions. Et puis la ville est quand même en développement total. C'est un hub central t'es quasi au milieu entre l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud, donc c'est quand même assez facile en termes pour voyager tout simplement. Donc ça, c'était ma vision avant de venir. Et puis surtout, la vraie envie, c'est ouais, l'envie de bouger. Moi, j'ai jamais vraiment eu peur. Donc là, c'est vraiment très personnel, mais j'ai jamais vraiment eu peur de voyager parce que quand t'as un passeport français, de toute façon, ou même européen, t'as quand même un vrai avantage de bon, tu te plais pas dans le pays, tu prends ton passeport, tu t'en vas, tu vois, on peut bouger quand même facilement. On a beaucoup moins de contraintes que d'autres pays. Donc voilà, en fait, tout ce que je connais du Panama aujourd'hui, je l'ai découvert en venant. Les seuls points que j'avais avant de venir, c'était plutôt le côté sécurité, météo. Il fait beau à l'année, très Caraïbes en fait, donc c'est vraiment super cool à ce niveau-là. Plage paradisiaque et tout ça. Mais avant tout, ouais, sécurité et qualité de vie dans ce sens-là, où tu retrouves quand même des restaurants internationaux, tu retrouves de l'hôtellerie internationale, tu retrouves tes standards
à minima européen ou américain au niveau des habitations, des hôtels, des infrastructures, ce qui est pas nécessairement le cas, et c'est pas péjoratif quand je dis ça, mais ce qui est pas nécessairement le cas dans d'autres pays d'Amérique latine. Donc moi c'était plutôt sur ces aspects-là à la base que j'avais envie de venir et de m'installer tout simplement. D'accord et du coup, oui, au Panama, en fait, tu te sens bien, il y a pas tu parlais insécurité, enfin insécurité du moins, mais tu sens pas d'insécurité, c'est pas par rapport, on va dire, à un pays, plus comme la France, même si ça fait longtemps que tu y es plus, moi, je vois Mhm. sur Paris, par exemple, il y a quand même pas mal d'insécurité. Toi, tu situerais comment le Panama là-dessus? Tu pourrais donner Moi, un j'ai envie de avis te ou pas? dire, ouais, ouais, si, complètement. Moi, j'ai envie de te dire que c'est vrai que quand je reviens à Paris, je me sens pas en insécurité parce que je trouve que le mot insécurité, à mon sens, encore une fois, mais ça reste de l'expérience personnelle, c'est peut-être un mot un peu fort. Mais je me sens presque, ouais, je me sens quand même plus en sécurité au Panama qu'à Paris. C'est-à-dire que euh, au Panama, vraiment, en tout cas sur Panama City, mais même quand tu sors de Panama City, finalement, t'as encore moins de danger. T'as quelques quartiers, évidemment, mais comme dans toute grande ville et dans toute grande capitale du monde, de toute façon, où évidemment, c'est un peu plus peut-être plus dangereux ou choses comme ça. Mais tu vois, au Panama, le soir, tu te balades le soir à 22 heures minuit, téléphone à la main, il y a aucun risque, ou quasi aucun risque. Et au pire des cas, s'il y a un risque, ça va être quasi les mêmes que dans n'importe quelle ville du monde. C'est-à-dire, éventuellement, ouais, voilà, les mêmes problèmes, des gens qui vont peut-être essayer de te voler le téléphone, choses comme ça, mais c'est pas nécessairement plus risqué qu'ailleurs, et ça va pas être, dans tous les cas, le vol va pas être plus violent la plupart du temps. Si ça arrive, ils vont te prendre le téléphone des mains et partir. Et puis il y a pas de, donc il y a pas du tout, c'est pas du tout l'image qu'on peut avoir. C'est vrai qu'en tant qu'Européen, des fois quand on pense à l'Amérique latine, euh, il y a juste un endroit du Panama qui est compliqué, c'est mais du pays du coup pas de Panama City. C'est vraiment au niveau de la frontière avec la Colombie où là il y a, ça reste un point de passage où il y a beaucoup d'immigration clandestine et choses comme ça. Et donc là c'est vraiment, ça peut être un peu plus compliqué. Mais bon, pour le coup, personne ne va là-bas. Si t'as aucune raison d'aller là-bas, c'est au milieu de la jungle. Personne ne va là-bas littéralement. Donc non, non, pour moi, il n'y a pas du tout, il n'y a pas de danger, ou en tout cas pas plus que dans n'importe quelle grande ville. Moi, ça fait du coup, on va dire au sens large, un an que je suis là, si je mets tout en cumulé à peu près. Je n'ai jamais rien vu. Déjà, j'ai jamais vu d'agression, que ce soit physique dans la rue, verbale peut-être, mais comme les gens s'insultent en espagnol, des fois j'y fais pas attention, mais globalement ça s'arrête là. Et j'en ai jamais vécu moi-même D'accord. non plus. Donc tu vois, c'est alors qu'à Paris, j'ai pu juste dans la rue me faire insulter ou entendre des insultes comme ça, c'est presque plus quotidien. Donc non, non, dans ce sens, il n'y a Oui, pas de danger. Du coup. d'accord, oui, sur Paris, il y a peut-être plus d'incivilité du coup qu'ailleurs. Mhm. Peut-être. Après, il y a aussi peut-être plus de danger, mais ça reste personnel en fonction de, je sais pas, des quartiers où tu vas, de l'attitude, de la malchance aussi, malheureusement. Donc, voilà. OK, d'accord. Ouais, donc pour toi, le Panama, là, enfin, tu t'y sens vraiment bien? Ah oui, oui, complètement. Complètement, complètement. Non, non, il y a vraiment, en tout cas, sur le point de l'insécurité, il y a aucun sujet. Et encore, tu vois, dans les autres villes, donc, par exemple, on avait proposé une propriété à Boquete. Moi, Boquete, c'est une petite ville de montagne où j'ai été, en tant que touriste, à me balader, voir un peu comment c'était. C'est encore plus safe parce que c'est vraiment perdu au pied de montagne. C'est beaucoup plus petit, donc donc c'est encore plus sécur, il y a encore plus de sécurité que dans une grande ville comme Panama City. Mais non, non, pour moi la sécurité c'est un non-sujet. Je te dis le seul fois et c'est vraiment à titre personnel, une fois je me suis retrouvé à aller dans le nord de la ville où c'est la partie un peu plus pauvre de la ville. Et là, il y a des personnes qui m'ont dit, si en gros, si tu continues, ça pourrait être dangereux, choses comme ça. Donc, mais encore que c'était plus des mamans, tu vois, des mamans ou des grands-mères qui me disaient, qui ont bien vu évidemment que j'étais pas d'ici et qui m'ont plus ou moins averti, ça peut être dangereux si tu continues, mais bon, bah, je vais pas continuer. Dans tous les cas, je fais demi-tour Oui. et il s'est rien passé dans tous les cas. Et je suis même pas sûr que si j'avais été, ce serait passé quelque chose, parce qu'il y a aussi, euh, voilà, je pense que c'est une peur de danger. Après, je veux pas provoquer la chose, donc j'ai fait demi-tour, mais c'est pas dit que quelque chose soit arrivé. C'était en pleine journée. Donc voilà, non, non, il y a Oui, mais aucun sujet, aucun sujet. d'accord, oui, parce que ça, j'allais dire, c'est quelque chose que tu peux retrouver, quand tu es, sur des grandes villes type Paris ou Mhm, Lyon, où tu peux arriver en tant que touriste dans des quartiers où on va potentiellement te déconseiller parce que, bah, c'est un petit peu plus risqué. Sans complètement. forcément, qu'il t'arrive quelque chose, mais on sait jamais. Non, complètement. C'est pour ça que je dis, c'est vraiment pour moi à ce niveau-là, c'est comme n'importe quelle grande capitale du monde où il peut y avoir un peu plus de danger parce que déjà une concentration de personnes plus grande et puis parce qu'il y a évidemment des quartiers où c'est plus compliqué d'y aller que d'autres. Par contre, ce qui peut être vrai, mais ça je l'ai pas vu, c'est que les gens peuvent peut-être être plus violents si jamais il y a de la violence qui arrive qu'en Europe. Mais encore une fois, moi j'ai jamais vu, j'ai jamais entendu.
les locaux avec qui je suis ami, avec qui je partage des événements, des soirées, voilà, eux se sentent pas non plus, tu vois. C'est-à-dire que même dans les discussions que j'ai avec les locaux, avec des gens qui habitent là, d'autres expatriés qui habitent là depuis plus longtemps, c'est un non-sujet. C'est-à-dire que personne n'a jamais vraiment vécu la chose. Il y a eu des gens ont pu entendre que oui, il y a eu des agressions au couteau il y a des années, mais tu vois, à Paris, il y en a des agressions au couteau, il y en a tous les jours aussi. Donc c'est en ce sens que non, non, il n'y a aucun danger, il n'y a pas spécialement d'armes à feu, ou en tout cas, j'en ai jamais vu, j'ai jamais entendu de coup de feu depuis que j'habite ici. Donc non, non, c'est un vrai, il y a une vraie sécurité qui est présente, à part en effet, comme je te dis, au niveau de la frontière Colombie, où là, il y a potentiellement plus de danger par rapport à la spécificité de cette frontière, mais à part ça, il y a aucun sujet. D'accord. Et tu viens de parler justement du fait que tu as des amis, que c'est des expatriés. Les personnes que tu vois le plus au Panama, ça va être quoi du coup? Des expatriés? C'est des gens du pays? Ça va être américain, français? Tu sais tu sais un petit peu plus là-dessus ou pas? Ouais, ouais, un petit peu tout. Bah, expatriés, en tout cas, moi, les gens que je fréquente, ce sont plutôt des Américains ou Canadiens. J'ai rencontré quelques Français, D'accord. évidemment. Après, ça, c'est une spécificité de ma part. J'évite de rencontrer des Français quand j'habite à l'étranger, mais j'en croise. Il y a beaucoup de Français hein, ici, dans tous les cas. Voilà, donc t'en croises en soirée, voilà. Mais du coup, moi, les expatriés que j'ai pu rencontrer, oui, donc Français, Américains, Canadiens, en grande majorité, en tout cas, de ce que j'ai pu, les personnes avec qui j'ai pu parler, échanger, voilà. Et après, oui, après beaucoup de locaux. La plupart de les autres personnes que je côtoie sont des Panaméniens. Ou en tout cas, après, il y a des personnes où des fois, tu sais, tu demandes pas la nationalité des gens dans toutes les discussions, évidemment. En tout cas, moi, c'est pas Oui. ce que je fais. Mais du coup, je pense qu'il y a aussi, j'ai rencontré pas mal de Colombiens et Vénézuéliens. Voilà, mais après, il y a sûrement d'autres personnes avec qui je parle en espagnol, que je rencontre, qui sont peut-être du Chili. Il y a beaucoup de Chiliens aussi et un peu d'argentin. Donc et après il y a des gens à qui je demande pas et moi je suis pas assez bilingue espagnol pour reconnaître les accents des gens. Donc voilà, mais globalement la majorité c'est quand même plutôt Panama et Colombie, des gens que j'ai pu rencontrer en tout cas dans les locaux voilà, plutôt hors expatriés purs. Mais voilà. Donc non, non, je trouve ça Et c'est assez cosmopolite. Hein. J'ai vu aussi, j'ai rencontré, non, j'ai pas rencontré, mais dans ma tour par exemple, bah, dans l'immeuble, la tour où j'habite, je sais qu'il y a des gens, j'ai du mal à reconnaître si c'est vraiment russe ou ukrainien, mais en tout cas pays de l'Est d'Europe qui habitent là. J'ai vu quelques familles espagnoles, mais de Madrid, parce que ça j'arrive à reconnaître l'accent. Donc non, non, c'est assez cosmopolite. Hein. Il y a beaucoup de nationalités. Évidemment, il y a la plupart expatriés, en tout cas de l'immigration ici, ça va être plutôt quand même de l'Amérique du Sud, donc ça va être beaucoup colombiens, vénézuéliens, argentins. Mais dans les expatriés européens ou Amérique du Nord, c'est quand même, en tout cas moi dans les gens que j'ai rencontrés, c'est vraiment américains, canadiens et d'Espagne en fait. Beaucoup de personnes de Madrid. OK. Et ces gens-là, tu les vois venir plus pour le cadre de vie, pour le travail? C'est pourquoi en fait qu'ils vont surtout au Panama? Alors les expatriés français que j'ai rencontrés, plus pour le côté cadre de vie, euh, le côté taxes, avantages fiscaux qui sont intéressants pour tout ce qui est statut de digital nomade, des choses comme ça au Panama. OK. Américain un peu pareil, canadien un peu pareil aussi. Et après pour colombiens, bah non, colombiens, vénézuéliens, ou eux, ils vont venir surtout parce que bah, vu la qualité de vie de leurs pays originaux, ils vont trouver une qualité de vie beaucoup plus intéressante au Panama avec des salaires plus importants. Donc là, c'est plus une nécessité de travail. Et pour les personnes, moi, les personnes que j'ai rencontrées sont vraiment plutôt digital nomades. Et donc là, oui, c'est soit juste pour l'envie de voir autre chose et les gens vont rester. J'ai rencontré des gens qui étaient là depuis 3 à 6 mois et puis qui repartent en fait. Donc là, c'est vraiment plus expérience de vie et qualité de vie. Et après, les gens que j'ai rencontrés qui sont là depuis plus longtemps ou qui se sont installés pour rester plus longtemps, bah, c'est quand même pareil. Hein, qualité de vie, c'est ce qui revient. Le côté sécurité, météo, c'est quand même ce qui revient beaucoup. Infrastructure, hein, le fait que ce soit très moderne, que t'es pas voilà, tous les immeubles, en tout cas, ça dépend, hein, ça dépend aussi du niveau de loyer que tu es prêt à mettre. Mais la plupart des immeubles, à partir de entre 1200, à partir de 1200, je dirais 1200 $ de loyer pour une chambre, par exemple, tu vas pouvoir commencer à habiter dans des tours où tu vas avoir un garde, bah, une conciergerie, donc de la sécurité dès l'entrée de l'immeuble. Donc ça, c'est quand même assez intéressant. Parking. Et après, infrastructure dans les immeubles, tu vois, c'est très américaine. Tu vas avoir salle de sport, piscine. Donc ce type d'immeuble, tu y as accès à partir de ouais, peut-être 900, 1000 dollars US de loyer. En deçà de ça, tu vas être sur des immeubles un peu plus avec, avec moins d'infrastructures, en tout cas pas avec souvent la sécurité, ça à peu près dans tous les immeubles, mais en tout cas tu vas pas avoir la piscine ou des infrastructures comme ça.
Donc oui, les gens viennent parce que bah, ne serait-ce qu'avoir accès à ce type d'immeuble pour 1000 ou 1200 $ par mois, ça reste beaucoup plus accessible que, tu vois, en Amérique du Nord ou choses comme ça. En Europe, on a moins ce type d'immeuble, on connaît moins ça. Mais voilà. Et après, pour ceux qui restent longtemps, c'est aussi surtout bah, le côté taxe. Bah, c'est surtout non, c'est ce qui vient en deuxième ou troisième point, c'est le côté où tu as quand même un avantage sur les taxes ici, en fait. Tu vois, pour des digital, j'ai rencontré un Français qui fait beaucoup, qui vit du web, en fait, bah, créateur de contenu. Bah, l'intérêt, c'est que comme il fait son argent vient de la France officiellement, bah, il paye pas de taxes dans le pays, en fait. Alors moi, je suis pas, c'est des questions sur lesquelles je suis pas rentré beaucoup plus en profondeur, pour être honnête, à l'instant T, mais voilà, il y a aussi ces avantages fiscaux qui sont intéressants pour pas mal d'expatriés. Oui, donc entre les avantages fiscaux et le cadre de vie, ça peut être plus sympa. Ouais, ouais, complètement, complètement. Bah là, c'est marrant parce que comme tu décris un petit peu tout le Panama, j'ai l'impression de voir un petit peu Dubaï. De comme les gens décrivent Dubaï, niveau sécurité, niveau bien-être, niveau la beauté, la chaleur, un peu comme tu décris les tours avec les salles de sport, potentiellement des Mhm. piscines. Est-ce que Alors tu après, penses, toi, que ça pourrait devenir un petit peu le futur Dubaï ou quelque chose de ressemblant? ce que j'allais te dire, en fait, c'est que justement, c'est marrant que tu dis ça, c'est que souvent là, le Français que j'ai rencontré, il a vécu à Dubaï avant, et il est venu ici parce que bah, ça lui coûte moins cher en fait de vivre ici. Ça reste quand même beaucoup plus accessible que Dubaï aujourd'hui. Alors peut-être que dans le futur, ça sera, et a priori, ça tend à monter de ce que je vois même moi-même et d'après les statistiques de ce qu'on voit, de tout ça. Mais, euh, mais en effet, oui, oui. En fait, souvent, le Panama, c'est comparé à Dubaï et Singapour. Donc, Dubaï et Singapour, parce que Dubaï et Singapour sont déjà des hubs digital nomades avec des avantages au niveau des taxes et puis des hubs multiculturels, en fait. Donc, il y a un peu ce même principe-là. Et le Panama est de plus en plus en train de devenir comme ça. Ça fait déjà, je pense, 5-6 ans que c'est comme ça, peut-être même 10 ans, j'ai l'impression, au sens large. Mais là, ça accélère beaucoup. Il y a beaucoup de construction, beaucoup de plus en plus de nomades digitaux qui arrivent en masse. Moi, j'en vois de plus en plus dans les gens que je rencontre, dans les meet-up où je vais. De plus en plus de personnes au niveau de la scène crypto blockchain qui viennent au Panama. Il y a de plus en plus d'événements meet-up autour de la blockchain aussi. Donc oui, oui, ça attire le même type de profil. L'avantage, c'est que Singapour et Dubaï sont des villes qui sont beaucoup plus chères en fait. Dubaï, c'est vraiment aujourd'hui. Alors après, ça dépend de dans quel niveau de luxe ou en tout cas dans quel niveau de qualité de vie tu veux. Mais aujourd'hui, à Dubaï, au Panama, moi par exemple pour mon appartement, donc j'habite dans un duplex qui fait 150 mètres carrés à peu près. Donc dans une tour où tu as salle de sport, piscine, sécurité et parking. J'habite en premier front de mer, bah, en face de l'océan. Et ça, moi, je paye 2100 $ de loyer mensuel pour ça. Alors que tu vois, à Dubaï, moi j'y étais à Dubaï, j'ai vécu 3 mois à Dubaï il y a des années, en 2019. Bon, vécu 3 mois, mais en tout cas j'y étais. Mon loyer à Dubaï, c'était pour à peu près le même type de produit, mais plus petit. Je payais 2500, je crois 2600 $ US en équivalent, et j'avais quelque chose de beaucoup plus petit, pas nécessairement avec le même type de vue, parce que là, moi, de mon immeuble, bah, j'ai une vue dégagée sur l'océan, en fait. Donc, non, non, aujourd'hui, tu peux vivre, à partir, tu vois, dans ces ordres de prix, tu vis très bien avec des très beaux, avec des très belles infrastructures et choses comme ça. Mais après, là, c'est déjà, tu vois, il y a des gens, moi, les digital nomades que j'ai rencontré un couple, ils vivent dans un immeuble un peu moins, en termes de standing, un peu moins haut. Ils ont deux chambres, un grand espace, grande terrasse, de plein pied, et ils payent 1200 $ de loyer parce qu'en fait, bah, ils ont pas du coup salle de sport et piscine dans l'immeuble parce que ça rajoute évidemment des coûts. Ils sont dans un quartier qui est super sympa, très un peu artistique, le quartier un peu artistique de Panama. Donc en fait, ça, tu trouves de tout si tu veux. Alors qu'à Dubaï, Dubaï c'est quand même beaucoup plus cher, ouais. Et Singapour encore plus. Donc je pense que Oui, l'avantage, Singapour. il est aussi en termes de prix, ouais. Oui, tu as les avantages de Dubaï sans les inconvénients de tout ce qui va être luxe et qui fait que ça coûte très cher. Enfin, du moins à l'heure actuelle, quoi. Oui, ouais, oui et non, parce qu'en fait, ça dépend dans quoi tu vis. C'est-à-dire que ce qui est, on va dire, semi-luxe, en tout cas ce qui est premium aujourd'hui, est plus accessible que le premium de Dubaï. Le luxe au Panama, je pense qu'on est globalement dans les mêmes prix, ou en tout cas on s'en approche. Moi, savoir que mon loyer a déjà augmenté entre maintenant et quand je suis rentré dedans.
Donc ça va quand même, ça augmente. C'est juste qu'à l'instant T, mais c'est sûr que dans 5 ans, voire même moins de 5 ans, hein, je pense, j'ai aucune idée, mais 5 ans au sens large, Panama, on sera sur le même type de niveau de vie qu'un Dubaï, et qui Dubaï aura encore monté, Singapour aura encore monté. Il y aura toujours une course, et je sais pas si un jour Panama rattrapera le niveau de vie de Dubaï ou de Singapour, mais dans tous les cas, ça va crescendo, et ça se ressent dans tout. Mais aujourd'hui, ça reste encore très accessible. Ouais. Et pour toi, du coup, tu vois beaucoup de constructions, beaucoup de choses justement au Oui. Panama qui sont en train de se développer? Partout, partout. Déjà la ville, moi je suis vraiment dans Panama City, donc dans la capitale, on voit il y a plein de constructions qui arrivent de partout. Ils essayent de construire un peu plus. Il y a plein encore d'espaces verts, d'endroits qui sont pas encore construits. Donc là, ça se développe pas mal. Et après, dans le pays, ça se développe partout. Quand tu bouges dès que tu sors de Panama, disons que tu roules une demi-heure en longeant la côte, et là, d'un coup, tu vas avoir des constructions qui commencent de partout. Donc non, non, ça se construit vraiment partout. Plutôt au bord des plages, parce que je pense que c'est là que euh, que tous les gros promoteurs ont envie d'être. Mais il y a aussi des choses qui commencent à se construire justement vers Boquete ou aux alentours, au niveau de la partie un peu montagneuse du pays. Donc non, non, ça se développe vraiment partout. Et puis il y a plein et puis il n'y a pas que du développement en termes d'habitation, il y a aussi des développements en termes de hôtellerie ou je sais plus le nom, je crois que c'est glamping, tout ce qui est un peu camping de luxe, tu sais, avec des dômes un peu en dur, mais très un peu luxueux, ça se développe beaucoup pareil. Donc il y a beaucoup d'infrastructures qui vont dans le sens de soit d'accueillir justement du digital nomade, des familles, et puis il y a un peu des infrastructures surtout, il y a un peu tout qui se développe, c'est-à-dire qu'il y a vraiment tu vois il y a des villes qui sont un peu plus jeunes, donc là ils développent tu vois que c'est plus des tours d'habitation et potentiellement à des jeunes couples ou début de famille, mais après t'as des projets où c'est vraiment presque des projets où tout est fermé, tu sais, où c'est vraiment une sécurité, c'est comme un parc en fait, et tout se construit à l'intérieur. Et là, un peu plus à la destination de famille et choses comme ça. Donc non, non, ça se construit vraiment partout. Et donc non, sur ça, même dans Panama, hein, tu vois qu'il y a des anciennes tours qui ont été historiquement, les tours, en tout cas au Panama, je pense que c'était des petites tours qui faisaient 2, 3, 4 étages. Ce type de choses, elles sont, dans certains quartiers, elles sont enlevées pour faire des habitations un peu plus grandes, justement, des choses comme ça. Donc, non, non, il y a un besoin aujourd'hui tu sens il y a de plus en plus de personnes qui arrivent. D'accord, Donc, ouais, c'est plutôt positif ça. ah non, non, Et c'est pas complètement, complètement, que, complètement. comme tu dis, du coup, c'est des personnes qui arrivent pour y vivre et des personnes qui arrivent aussi juste pour les vacances. Il y a les 2. Bah, après, de toute façon, je pense que c'est compliqué de le savoir, mais oui, ça attire beaucoup, en fait, la partie taxe du pays fait que ça attire beaucoup tout ce qui est nomades digitaux. Plus la qualité de vie et tout ça. Donc évidemment, il y a beaucoup, par exemple dans le centre-ville, tu as beaucoup d'immeubles où bah, les propriétaires ils te proposent, hein, soit tu loues en Airbnb ou tu loues en direct avec des contrats d'un an ou deux. Voilà. Donc, tu as beaucoup de locations Airbnb qui se développent. Tu as plein d'endroits où tu peux louer en courte durée, juste pour 2, 3 mois, avec des baux de 2, 3 mois, justement. Donc, tu vois que... Mais ça, c'est pas vraiment les tours en elles-mêmes. Les tours d'habitation, elles sont faites pour que tu veuilles rester longtemps ou non. Mais en tout cas, les gens font en sorte de s'accommoder en fonction des profils. Mais après, surtout dans les typologies de produits, tu sens que tu as des tours d'habitation très modernes, comme je te disais un peu avant, qui se développent beaucoup. Ça, après, t'en as avec des appartements, justement, avec des appartements. Moi, j'ai vu une tour où ils développent que des duplex avec une seule chambre, donc des petits duplex avec une seule chambre, type loft un peu. Donc là, tu sens que c'est plutôt pour des personnes célibataires ou jeunes couples sans enfants. Et ça, c'est une tour complète où il y a 20 étages et je crois qu'il y a 2 ou 3 appartements, vraiment les mêmes par étage en fait. Et c'est que le même type. Donc tu sais que cette tour, elle va être quand même à destination de jeunes couples ou personnes célibataires sans enfants, ou éventuellement après, comme un pied-à-terre, j'en sais rien, pour des familles américaines, bah, des familles, un couple américain qui revient, tu vois, mais en tout cas, voilà. Et après, tu as des typologies de tours où va y avoir bah, des appartements, des studios, des appartements en pièces, 2 pièces, des duplex avec 3 chambres, où là, bah, tu as des typologies un peu plus grandes pour accueillir des familles, donc il y a un peu tout qui se développe. Mais tu sens qu'il y a quand même quelques projets, bah, comme celui-là, là, cette tour que je disais, où ils essayent de développer juste pour vraiment plutôt des jeunes couples. Euh, Est-ce que c'est parce qu'ils savent que c'est ce type de profil qui vont venir au Panama ou est-ce que c'est une demande déjà à l'heure actuelle? Ça c'est compliqué. Moi je saurais pas te répondre exactement. Mais en tout cas, les promoteurs vraiment développent en fonction euh, ils développent plusieurs types de tours en fonction de typologie de personnes pour aussi avoir des communautés qui vivent entre elles. Pour éviter aussi, tu vois, ça je sais que j'en ai parlé avec
la personne à qui je loue l'appartement. Euh, Ils aiment pas, si tu veux, en tout cas, ils évitent d'avoir des gens qui vont être profil un peu jeune, fêtard, dans une même tour d'immeuble avec des familles, parce qu'ils savent qu'en fait, ça va créer des conflits potentiels. Oui. Et donc, je pense qu'il y a surtout ce côté-là, ils essayent de créer des endroits où ils peuvent avoir les mêmes typologies de personnes. Mais voilà. Et après, au bord des plages, il y a de tout. Au bord des plages, tu vas avoir des propriétés de luxe, des hôtels avec des appartements privatifs, plutôt un peu luxueux, plutôt à destination de famille ou voilà. Donc là après c'est vraiment ça se développe, il y a un peu de tout qui se développe partout de toute façon, à l'image de ce qu'on a mis nous en vente sur Ilti, de ce qu'on vous a proposé. C'est vraiment vraiment représentatif de ce qui se construit actuellement dans le pays, et voilà. Et niveau infrastructure plus routière, tout ça, quand tu veux te Mhm. déplacer, c'est plutôt facile? Comment, enfin, ils ont suivi là-dessus aussi ou ça reste pour le moment plus côté immeuble et les routes on voit après? Non, non, Parce que non, j'ai vu un route, petit peu de tout moi alors sur internet. infrastructure justement après, c'est peut-être là où le bas blesse, c'est que le Panama il faut avoir une voiture pour se déplacer, c'est-à-dire que t'as alors, dans le centre-ville, dans Panama City, encore une fois, c'est une capitale. T'as un réseau de bus, t'as un métro, t'as une ligne de métro, t'en as qu'une seule, mais elle est très longue. Donc, t'as une ligne de métro, t'as un réseau de bus, et puis après, t'as tout ce qui est taxi. Mais par contre, le pays en lui-même, et même Panama City en tant que ville, ça reste mieux quand t'as une voiture, parce que, justement, là où le bas blesse, en tout cas pour nous en tant qu'Européens, c'est que l'infrastructure, les transports, c'est pas l'infrastructure, c'est les transports publics, excuse-moi. Ça, c'est pas vraiment très développé, mais en même temps, indirectement, tout le monde a une voiture ici. C'est-à-dire que tout le monde, littéralement, tout le monde a une voiture. C'est très américain du coup. Les gens sont habitués à avoir une voiture. Dès que t'as 18 ans, les gens, ils ont tous une voiture. Donc en fait, moi, j'ai l'impression que c'est quelque chose qui manque. Mais ça, c'est que mon impression. Mais en même temps, en tant qu'Européens, tu vois, nous, on a des infrastructures de transport partout. Alors que là, vraiment, c'est que la voiture. Mais bon, du coup, les routes, c'est relativement de bonne qualité. En tout cas, dans Panama City, c'est correct. Dès que tu sors de Panama City, c'est correct aussi. Dès que tu vas un peu plus dans, dans certaines villes un peu plus reculées, il peut y avoir en effet les routes qui sont pas bien terminées, mais ça reste des routes, hein, c'est pas des chemins de terre, ça reste des routes, mais tu vois, tu sens que il peut y avoir des nids de poules un peu plus régulièrement parce que bah, la route elle est un peu moins entretenue, mais c'est pas quelque chose qui est problématique. La plupart des grands axes, en tout cas entre les quelques grandes villes du pays, tu as un équivalent de deux voies, bah, de quatre voies en fait tout simplement, et là c'est plutôt moderne. Et en termes d'infrastructure, justement, attends, ouest, oui, sur l'ouest dans l'ouest de la ville, ils sont en train de rallonger la ligne de métro pour qu'elle aille justement desservir encore plus de villes autour, pour justement que les gens qui sont dans ces villes autour bah, soient à même de pouvoir venir plus facilement dans Panama. Avec du coup le métro va devenir une passe de souterrain aérien. Donc non, non, ça se développe, mais ici, tout se fait en voiture et globalement, les routes sont, en tout cas sur la grande ville et sur les grandes périphéries, globalement de bonne qualité. Dès que tu sors un peu de ça, il peut y avoir un peu plus de nids de poules. Et puis à certains endroits vraiment, quand tu vas euh, en dehors de Panama, t'as des endroits où c'est pas la jungle, mais c'est un peu des forêts un peu denses où là, bah, tu passes sur des chemins voilà de forêt ou trucs comme ça, mais ça c'est normal un peu comme partout, donc moi en tout cas ça me choque pas. Euh, Après je prends en considération ce que tu as dit en début de vidéo, j'ai vécu avant pendant 3 ans au Portugal. Lisbonne, la qualité des routes est très bien. Dès que tu sors de Lisbonne, la qualité des routes au Portugal elle peut être à désirer, donc peut-être que ça me choque moins, peut-être qu'un Français serait plus interpellé, mais je suis encore que dans le centre-ville de Panama City pour moi c'est un non sujet, et sur les grands axes c'est un non sujet non plus, donc voilà, je pense que c'est Ou après, subjectif mais globalement c'est très bien, ouais. sur le périphérique parisien, il y a déjà des nids de poules, donc peut-être que ça va pas choquer quelqu'un qui va Bon partir de la bah France pour aller au Panama. donc voilà, donc non non, sur ça c'est très correct. Juste ouais, juste il y a pas de train, il y a pas de train, il y a qu'une ligne de métro, donc sur ça c'est un peu plus Côté mais transport après en je pense commun, que c'est pas encore très développé, donc ça oui, mais en commence. fait, je sais même pas si ça se développera pour être très honnête. Je sais pas s'il y a une volonté parce que j'ai l'impression que c'est plus dans la culture du pays où tout se fait en voiture, tu vois. C'est comme les États-Unis, en fait. Est-ce que les États-Unis, le fait qu'il y ait très peu de transports en commun, c'est un problème? Tu vois, à New York, t'as beaucoup de transports en commun, mais dès que tu sors des grandes villes et même, ne serait-ce que Los Angeles, t'as aucun transport en commun. Si à Los Angeles, t'as pas de voiture, bah, tu ne fais rien. Donc, est-ce que c'est un problème ou est-ce que c'est plus un côté, bon, bah, c'est comme ça culturellement et donc tout le monde est OK et tout le monde a une voiture et voilà. Je sais, là, je ne saurais pas te répondre. Il développe une seule ligne de métro, c'est-à-dire qu'il la rallonge pour, ben, un peu comme à Paris, pour aller toucher
les villes un peu plus loin, tu vois, qui vont peut-être être à 1 heure de métro et du coup pour pouvoir les rapprocher de la ville et que justement parce qu'il y a de plus en plus d'emplois qui se créent au Panama et donc de plus en plus de demandes aussi en ce sens. Donc je pense pas que ce soit un problème, hein, c'est juste que quand tu es habitué à avoir beaucoup de transports en commun, c'est peut-être la chose qui peut te manquer. Mais si tu as déjà une voiture et que tu es habitué à conduire et que tu es OK avec ça, c'est un bon sujet en fait. Après, il peut y avoir peut-être une différence, je sais pas si là-dessus tu vas pouvoir en dire plus, entre le prix du carburant que nous on a l'habitude en tant qu'Européens et le prix potentiellement d'une voiture. Peut-être une voiture coûte moins cher au Panama et le prix du carburant coûte moins cher lui aussi. Alors, prix de la voiture, je ne saurais pas te dire parce que je j'ai pas acheté de voiture ici, mais de ce que j'ai pu voir, il y a un peu de tout. Alors, c'est des marques qu'on connaît pas vraiment, soit c'est des marques américaines, soit c'est des marques plutôt asiatiques qui sont très répandues ici. De ce que j'ai pu voir des prix, c'est quand même globalement un peu moins cher. Déjà, tu as les prix en dollars et après, c'est pas les mêmes modèles de voitures, c'est pour ça que c'est peut-être un peu compliqué de comparer, mais une petite citadine, de ce que j'ai pu voir, t'es aux alentours, bah pas petite citadine, il n'y a pas vraiment de petite citadine non plus ici. La plus petite voiture, ça va être ouais, je suis vraiment pas bon en voiture, mais ils ont des petits 4x4 de ville un petit peu parce que du coup, dès que tu sors de la ville, c'est quand même bien si tu veux un peu aller dans la forêt ou dans la jungle ou même sur certaines plages, c'est quand même mieux d'avoir des 4 roues motrices. Donc ça, c'est quand même le type de voiture que tu vois le plus. Mais je crois que le Toyota RAV4, tu vois, je crois que j'ai dû le voir à 18 000 $ ou quelque chose comme ça, peut-être en tout, donc ça me paraît pas très cher, mais je connais pas le prix en Europe, donc je saurais pas te dire. L'essence est moins cher. L'essence est moins cher. Je crois qu'on est à 1,20, quelque chose comme ça, 1,10, 1,20 en fonction. Donc alors que la dernière fois, en tout cas moi au Portugal, on était à 1,60 ou 1,70. Je sais pas combien on est Oui. en France, Moi mais en sur tout cas on est Paris, moins c'est cher. plus Ouais. 1,90. Ah bah tu vois, donc ouais, le Portugal était déjà moins cher. Donc ouais, non là on est moins cher sur le gaz, ça c'est sûr, sur l'essence. OK, d'accord. Et pour toi, du coup, le Panama, tu vois quoi comme côté? Plus un côté détente, plus un côté fête? Il y a les 2 qui se mélangent? Comment tu vois les choses? De tout, de tout. Pour être très honnête, en face de Panama City, t'as une île où le week-end les jeunes aiment bien aller faire la fête. En fait, t'as une plage et voilà. Et donc c'est surtout un endroit où les jeunes vont. Si tu le sais pas et que tu vas avec ta famille, t'auras pas, c'est pas dérangeant, mais voilà. Mais en tout cas, les locaux savent que tu vas là, c'est plutôt quand même assez jeune. Donc il y a de tout. T'as vraiment des endroits. Bah justement, t'as des hôtels plutôt un peu axés famille, t'as plein d'hôtels de glamping justement où t'as beaucoup de retraites de yoga, très sur le bien-être, des choses comme ça. Donc voilà, non, non, il y a de tout. Tu peux trouver à peu près tout ce que tu veux dans la ville. Si t'as envie d'aller faire la fête, t'as des clubs, t'as des soirées sur des rooftops, t'as des soirées du coup en plage ou choses comme ça. Donc en nature. Si tu préfères des choses un peu plus, des activités plus familiales. Tu trouves de tout, t'as un parc aquatique, t'as plein de choses pour les familles. Si tu préfères le cinéma, t'as plein d'options à ce niveau-là. Donc non, pour le coup, là, c'est vraiment, tu trouves de tout en fonction de ce que tu regardes. Alors, le seule chose qui a peut-être un peu moins il y a peut-être un peu moins de musées, tu vois. C'est vrai que Panama City, pour une grande ville, il y a trois, quatre gros musées. Voilà, il y a peut-être moins de choix au niveau de musées et d'art, du coup, que par exemple à Paris. Mais encore une fois, à Paris ou même Londres en Europe, tu vois, si tu vas à Berlin, tu as moins de musées qu'à Paris, par exemple. Donc voilà, mais ça, c'est peut-être la chose qui me manque un petit peu, c'est qu'il y a moins de ce côté musée, art, choses comme ça. Et par contre, après, tu vois, moi, je fais de la photographie, j'aime bien le street art. T'as plein d'endroits où t'as du street art. Si t'aimes bien aller en concert, t'as plein d'endroits où t'as des concerts de groupes locaux un peu rock. Alors ici, ce qu'ils écoutent beaucoup, c'est soit le rock, soit le reggaeton. Euh, mais ça, du coup, t'as plein de soirées autour de ça. T'as un stade de foot qui est réalloué quand il y a des concerts et des gros artistes qui viennent. Donc non, globalement, tu peux, en fonction de ce que tu aimes faire, de ce que tu veux faire, tu vas trouver. Oui, parce que du coup, il y a des gros artistes aussi qui vont se produire, côté Panama, t'en as vu toi? Ouais, alors moi, ce que j'ai vu surtout, j'ai pas nécessairement été, mais de ce que j'ai vu, c'est surtout des gros artistes reggaeton, du coup, du type du Bad Bunny, du Karol G, des choses comme des personnes comme ça. Tu vois, par exemple, je sais que je sais plus quel groupe de rock là ont fait, je crois que c'était Coldplay, ils ont fait leur tournée en Amérique latine. Pour le coup, ils sont pas venus au Panama, mais est-ce que c'est une question d'infrastructure? Est-ce que c'est une question de date ou juste de public? Ça, c'est compliqué de savoir. Mais oui, oui, t'as des gros artistes, alors surtout plutôt ouais, axés reggaeton parce que c'est quand même la musique la plus écoutée ici. Donc ça, oui, eux, ils viennent complètement au Panama. D'accord. Après, pour être honnête sur Coldplay, je sais pas du tout. Je pense que c'est une question d'infrastructure parce qu'en effet, leur dernier show,
assez, je crois qu'il y avait beaucoup de pyrotechnie, des choses comme ça, et il y a certains stades où si t'as pas les infrastructures, bah, tu peux pas le faire. Alors peut-être qu'en effet, le stade de Panama, il est grand, mais peut-être qu'il n'y a pas ces infrastructures-là, donc c'est peut-être la raison, je t'avoue, je saurais pas te répondre, mais globalement, après, dans tous les cas, quand tu vas dans un pays étranger, disons en tant que Français, tu vas pas avoir d'artistes français qui vont se produire au Panama, donc dans tous les cas, ça c'est une certitude, mais artistes internationaux dans la culture du continent, oui, eux, ils viennent au Panama. Donc, si tu aimes bien un peu tout ce qui est musique latine ou reggaeton ou même tout ce qui va être un peu plus salsa, tout ça, moi, je vais pas dans ce genre de soirée, mais t'as énormément d'artistes de toutes ces mouvances musicales qui viennent au Panama. D'accord. Ouais, donc c'est quand même très diversifié au final. Et Oui, oui, oui. ça bouge beaucoup. Enfin, tu peux vraiment avoir un petit peu de tout. Ça dépend où tu veux aller. Il y a tout pour tout le monde. Ah oui, oui, complètement. Après, Panama City, c'est vraiment une grande capitale. Alors, j'allais dire comme n'importe quelle grande capitale dans le monde. Donc, tu peux trouver vraiment tout ce que tu veux faire en fonction de ce que tu veux faire. Les seuls petits points, peut-être, ça dépend. Bah, à prendre en considération que Panama, tout est ouvert 7 jours de la semaine, donc 7 jours sur 7. Hein, donc, que tu veux faire quelque chose le lundi ou le dimanche, tu trouveras toujours de quoi faire. La plupart des choses ouvrent jusqu'à 20h, 21h pour ce qui est commerce et centres commerciaux. Euh, et après, le seule chose, c'est que les bars, par exemple, tout ce qui est bar ou un peu concert, en semaine, ça ferme tôt par rapport à des Français. Tu vois, à Paris, globalement, en semaine, tout va fermer à 1h ou 2h du matin, globalement, même des fois plus tard. Là, globalement, à minuit, en semaine, hein, t'as plus grand-chose à faire. Mais bon, t'as de quoi faire dans tous les cas jusque-là. Donc non, non, il y a vraiment, c'est un bon sujet. Là, c'est encore une fois, c'est une question je pense, de culture, de, moi, je sais pas trop, mais à part ça, il y a rien de différent. Si, pareil, pour les gens qui aiment bien le nightclub, peut-être quelque chose à savoir, c'est qu'ici, tous les nightclubs, ça ferme à 3 heures du matin. Et alors que, tu vois, si t'es français, bah évidemment, t'es habitué à y aller jusqu'à 6 heures du matin, donc ça peut être aussi changeant, mais c'est des petits détails qui, à mon avis, vont pas changer ta vie locale si tu viens ici. Mais ouais, c'est des petites choses à savoir, quoi. Oui, puis t'as le cadre de vie qui te change déjà, donc c'est déjà pas mal. Oui, puis je pense que c'est un cadre légal. Par exemple, j'ai vécu à Montréal. À Montréal, Montréal, toutes les infrastructures de nuit ferment à 3 heures du matin aussi, en fait. Et ça, c'est un cadre légal. New York, c'était drôle parce qu'il y a plein de gens qui ne savent pas. En tout cas, moi, quand j'y ai vécu, tout ferme à 1 heure du matin. Donc, en fait, quand tu vois des gens qui sont en soirée à New York après ça, c'est que c'est des soirées qui sont considérées comme des soirées privées. Donc, des gens, ils vont privatiser un rooftop ou des choses comme ça. Donc, en fait, ça, c'est plus un cadre légal. Je sais pas la raison au Panama si c'est un cadre légal ou non, mais en tout cas, oui, les choses ferment à 3 heures du matin. Donc, j'imagine que c'est légal, mais voilà. Mais non, non, vraiment, tu trouves de tout. Et tu trouves aussi de tout type de personnes. Moi, j'ai fait des soirées avec des locaux qui sont vraiment en mode soirée salsa. Voilà, j'ai rencontré, euh, pour les gens qui m'ont déjà vu au tout début de Realty, je suis pas mal, j'ai pas mal de tatouages et j'aime bien tout cet univers-là. Donc, j'ai rencontré des personnes dans le milieu du tatouage ici au Panama qui, euh, qui vont plus dans les soirées rock. Donc, tu peux aussi trouver des soirées rock, voilà, internationales ou même locales, tu vois, avec des groupes de rock un peu pas connus, mais qui vont chanter en anglais ou du coup en espagnol. Donc, non, vraiment, tu trouves de tout. Si t'es plus dans le côté artiste, t'as quand même quelques musées, t'en as peut-être pas autant qu'ailleurs. Et c'est plus en ce sens que moi, je trouve que ça manque un peu de ça pour une grande capitale. Mais à mon avis, c'est juste une question de développement, quoi. Et, donc, non, non, t'as vraiment de tout de tout sur ça, c'est un non-sujet. Après, moi, les expatriés que j'ai rencontrés sont soit des célibataires, soit sont des couples jeunes, sans enfants, mais c'est parce que c'est les gens que je fréquente. Il y a plein de familles, moi, dans l'immeuble où je vis, je vis avec des gens qui ont des enfants, qui sont du coup étrangers, hein, et expatriés. Donc, non, non, peu importe ton niveau de vie ou ce que tu recherches, tu trouveras, à mon avis, sur à ton pied ici au Panama, hein. D'accord. Et niveau nourriture, du coup, c'est pareil, vu que t'as un petit peu de tout, il doit y avoir un petit peu de tout à manger, ça doit être plutôt facile. Ou c'est vraiment typé Amérique latine? Non, pareil, t'as de tout. Peut-être que ouais, t'as un peu plus de. Moi, je te dirais que sur ça, c'est peut-être un peu compliqué parce que si tu veux manger vraiment très bien, tu vois, de la bonne, bah, après, ça dépend aussi de ce que tu manges. Mais tu vois, par exemple, si tu veux manger japonais, du très bon sushi, tu vas devoir aller dans des restaurants qui sont quand même un peu plus cher que peut-être que tu as ce que tu payes en France par exemple. Sur ça, le coût de la vie est peut-être un chouïa plus élevé si tu veux de la nourriture de qualité. Mais après, si tu manges comme les locaux, donc eux localement, il y a beaucoup de nourriture un peu comme en Colombie ou Venezuela, donc il y a des empanadas, des choses comme ça. Donc ça, c'est ce type de beignet avec un peu frit avec
de la viande ou du poisson à l'intérieur, je fais comme ça. Donc là, c'est assez local. Sinon, tu as des marchés de poissons. Hein. Ici, tu manges beaucoup de poissons. Tu es proche de l'eau, donc le poisson, il est très frais. Tu trouves de tout autour du poisson ou des fruits de mer assez facilement. Viande, pour le coup, si tu manges de la viande, t'as quand même pas mal de bons restaurants de viande avec, t'as aussi des restaurants argentins. Donc l'Argentine est quand même réputée pour la qualité de la viande. Donc tu trouves à ce niveau-là, tu trouves aussi. Non, non, globalement, tu trouves de tout. Le seul point, c'est que si tu veux vraiment manger, par exemple, de la bonne viande ou un bon sushi, ou des bons sushis, choses comme ça, tu vas peut-être devoir c'est un peu plus cher que ce que tu payes en France. Et encore que, je t'avoue que j'ai plus les prix parisiens en tête, donc voilà. Mais à part ça, non, tu trouves de tout. Par contre, beaucoup de fast-food aussi, beaucoup de fast-food US. Ça, c'est quand même, tu sens qu'il y a une vraie influence américaine ici où les gens mangent beaucoup fast-food. Et un seul point, mais ça c'est vraiment spécifique, c'est que si les gens qui sont intolérants au gluten, intolérants au lactose, des choses comme ça, il y a rien pour ces gens-là en fait. C'est pas du tout développé. Tu vois, par exemple, tu vas dans une boulangerie ou dans un équivalent de boulangerie, t'as rien qui est fait en sans gluten ou choses comme ça. Moi, je suis pas du tout impacté. J'ai juste rencontré des personnes qui ont ces intolérances-là, et donc pour ce type de personnes, ça peut être un vrai sujet. Mais c'est vraiment spécifique, donc voilà. Mais et je pense que ce type de personnes vont regarder justement quand tu as ce type de soucis, bah tu regardes en amont pour être sûr que tu vas pas être impacté. Ça, c'est un peu plus compliqué parce que t'as pas vraiment c'est pas vraiment développé cette partie-là, même pour les personnes qui sont véganes ou végétariennes. C'est pareil, alors végétarienne, tu vas trouver des options, mais quelqu'un qui est vraiment vegan, Panama va être peut-être compliqué parce que c'est pas arrivé ici, en fait. Il y a pas de, c'est des non-sujets, quoi. Manger du poisson, manger de la viande, manger des œufs, manger, c'est, c'est presque, ouais, je sais pas, donc pour ce type de profil, avec ses spécificités en termes de nourriture, ça peut être compliqué. À part ça, pour le reste, non, hein, vraiment, tu trouves de tout. Alors Et non, en tu trouves termes, pas des spécificités françaises, hein. Tout ce qui va être, si tu veux oui, vraiment manger du français, fromage? tu vois, t'as pas. Ouais, du fromage, saucisson, tous ces trucs-là, tu trouves pas. Même, je sais pas, des crêpes, des galettes, t'as pas tout ça, c'est pas ici. Euh, Ici, vraiment, ça va être soit autour de beaucoup de fast-food, après beaucoup de street food. Donc en street food, tu vas trouver beaucoup de poissons, beaucoup de fruits de mer et beaucoup de poulet, de choses à base de poulet. Et après, restaurant de viande, tout ça, t'as de tout. Hein. Donc voilà, t'as des trucs un peu plus barbecue, t'as des restaurants un peu plus typés brésiliens avec un peu un type de buffet de viande. Et après, t'as quand même pas mal de restaurants. Il y a beaucoup de restaurants japonais ou chinois slash asiatiques avec différentes qualités. Donc non, non, pour ça, en termes de nourriture, c'est pareil. Tu trouves à peu près tout ce que tu veux, à part si t'as des vrais besoins ou spécificités. Ouais. Et en termes de coût sur la nourriture, tu trouves que c'est correct, toi? Que ce soit quand tu vas faire des courses ou différents fast-food, restaurants? Les courses, ça me paraît un chouïa plus cher disons que tu vois, à Lisbonne, pour une personne, je payais c'est pas ma semaine de course, peut-être qu'elle me revenait à quelque chose comme soixantaine d'euros. Et après, ça dépend ce que tu achètes, donc c'est compliqué, mais je veux te dire pour moi, donc voilà. Ici, la même chose à peu près, en tout cas l'équivalent, ça va me coûter peut-être une centaine de dollars. Donc, disons, tu vois, 60 euros, c'est quoi? T'es à 70 dollars à peu près. Ouais, il y a peut-être une petite variation, il y a peut-être un 20-30 dollars de plus à quelque chose comme ça. Ça m'impacte pas beaucoup, moi, dans ma vie au quotidien, pour être honnête. Et après, les restaurants en eux-mêmes, c'est globalement, c'est un chouïa plus cher que ce que je payais moi à Lisbonne. Alors Lisbonne était déjà moins cher que la France, mais ouais, il y a peut-être un 10% de le niveau de vie sur les restaurants, peut-être 10% de plus, et sur la nourriture vraiment supermarché, peut-être ouais un 15-20% de plus, à peu près. Et Oui, encore donc une c'est fois, pas moi non je plus payais ma vie en extraordinaire. euros. Non, non, et puis en plus, moi la vie au Portugal est en euros, ici ta vie elle est en US dollars, donc automatiquement t'as aussi une différence en termes de, de taux de change. Donc Et non, puis non, le c'était Portugal pas est aussi et moins moins cher cher que la France, par que la exemple. France. Non, non, c'est pour ça, moi je te dis, avec mon point de vue j'ai vécu 3 ans au Portugal, donc avant, en prenant ça en considération, c'est pour ça 10% de plus, tu vois, avec mon point de vue de Portugal, je pense que globalement quasi même niveau de vie qu'en France, même niveau de vie, non, t'es moins cher qu'en France. C'est-à-dire qu'en fait, ça dépend. Pour un Parisien, vivre au Panama, c'est moins cher. Ça, c'est une source, c'est sûr. Mais quelqu'un qui va vivre dans une ville peut-être, je sais pas, j'en sais rien, Ville une ou ville campagne? bah non, même pas ça, mais peut-être quelqu'un qui vit à Lille ou tu vois peut-être à Montpellier par exemple. Peut-être que pour ça, ça va être soit le même prix, soit un chouïa plus cher. Mais juste un chouïa vraiment, voilà. Mais après, ça dépend parce que rien qu'en France, c'est une variété, une disparité. Un Parisien va pas dépenser la même chose qu'un mec qui habite
habitent à Lille ou qui habitent à Montpellier, en fait, parce que le coût de la vie est quand même plus faible. Donc, Oui, moi j'ai vu ça sur le mois d'août pendant mes vacances, moi qui habite sur Paris, ou quand je suis descendu dans le centre de la France, du côté de Grenoble, où mhm, effectivement le coût de la vie était beaucoup moins cher, que ce soit c'est ça. carburant, que ce soit nourriture. Voilà, déjà en France, ça change. C'est pour ça que je te dis, ça dépend. Pour un Parisien, ce sera moins cher. Pour quelqu'un d'une grande ville française, ce sera soit équivalent, soit un chouïa moins cher. Lisbonne, vraiment, c'est spécifique. Lisbonne, c'est une des capitales européennes les moins chères. Donc, c'est pour ça que je te dis, moi, par rapport à mon point de vue. Mais, non, c'est vraiment un non-sujet. Le seul point, c'est, tu vas pas trouver de marque française. Va falloir, toutes les marques en supermarché, c'est soit local, soit très américain. Et, euh, et voilà. Donc, non, non, pour le coup. Et encore une fois, tu vois, en te disant ça, ça me fait réfléchir. Je paye un peu plus cher, oui, mais tu vois, par exemple, moi, je bois du Coca-Cola. Euh, le Coca-Cola au Portugal, je pense que j'ai acheté la bouteille la plus grosse, c'était un litre 5. Ici, la bouteille que je trouve dans le commerce industriel, celle que j'achète, elle est à 2 litres 5. Donc, tu vois, en fait, c'est là aussi où il faudrait que je calcule, tu vois, un vrai ratio de quantité pour quantité, parce que ça me coûte plus cher, oui, mais tu vois, par exemple, juste pour le Coca-Cola, j'ai une bouteille qui fait un litre de plus. Donc, pour les autres Oui, ingrédients, c'est peut-être pas que c'est le nécessairement même plus prix. gros, mais il y a aussi ça à prendre en considération. Globalement, tu as quand même des packaging dans certains types d'aliments, donc tout ce qui va être soda, chips ou tout ce qui est un peu même bonbons, tout ça, candies, tout ça, c'est quand même des packaging un peu à l'américaine, donc c'est quand même plus gros que ce qu'on a nous l'habitude d'avoir en Europe. Donc c'est potentiellement à prendre un peu en considération en termes de coût, de prix, ouais. Mais voilà, comme je te dis, la différence est pas assez grande pour être importante. Et par contre, les restaurants, quand tu sors, tout ce qui va être street food, en fait, dès que tu manges localement, là pour le coup, c'est vraiment pas cher. Si tu vas dans le marché, il y a un marché aux poissons qui est assez, qui est réputé. En tout cas, la plupart des touristes vont là aussi, mais qui est cool, hein, même pour les locaux vont là. Au bord de l'eau, au Panama. Ici, tu prends, tu vois, un poisson frit complet avec salade et frites par exemple et un coca. Ça, je pense que ça te coûte 6 ou 7 dollars. Donc en fait, ça dépend ce que tu Oui, manges aussi. Manger McDonald's ici te coûte plus cher que manger local, par exemple. Donc c'est aussi à prendre en considération. ok. Oui, puis les poissons, sachant qu'il est frais, tu sais qu'il est pêché juste à côté, c'est pas mauvais non Il est plus. frais, il est bon, il est cuit localement. Donc non, non, c'est pour ça. C'est dès que tu vas manger local, tu manges pour moins cher en fait. C'est dès que tu manges tout ce qui est importé en fait. Tout ce qui va être viande importée, tout ce qui est produits américains importés, tout ce qui est bah, dans le supermarché, c'est beaucoup de choses qui sont importées. Donc tout ça, il y a sûrement tu payes un chouïa plus cher. Mais dès que tu Oui, tu manges vas payer le localement dans coût la du rue, transport. ouais, c'est ça, complètement. Donc Ok. non, pareil au niveau de la nourriture. Bon, en fait, si tu veux, pour répondre un peu plus à la question, le coût de la vie, je pense que quelqu'un qui gagne aujourd'hui euh, à partir de 2000 dollars par mois, tu vis bien. Tu vis pas luxueux, mais tu vis bien tu peux te faire deux, trois restaurants par semaine, un cinéma par semaine, et le week-end, tu peux sortir de la ville, aller ailleurs, voilà. En dessous, faut savoir que le salaire moyen, pas minimum, le salaire moyen au Panama, il est aux alentours des 800 dollars. Le salaire minimum, il est en dessous. Le salaire minimum, je crois qu'il est à 500 ou 400 ou 500 dollars. Mais la moyenne, c'est à 800, entre 800 et 900 dollars. Donc en fait, quand tu prends ça en considération, dès que t'es à 1500 ou plus, t'es bien. Mais si vraiment tu veux ne pas te priver, entre guillemets, sans aller dans des choses très luxueuses, quoi, des choses comme ça, ouais, 2000 dollars, 1800, 2000 dollars par mois, c'est très bien. D'accord, donc oui, c'est un salaire qui est quand même assez atteignable facilement, on va dire. C'est pas dans Ouais, l'extrême. ouais. Non, après moi je te dis, moi mon loyer il me coûte plus cher parce que c'est un choix, mais tu vois vraiment tu trouves un bel appartement à partir de 1000 dollars. C'est pour ça que je te dis 2000 dollars, c'est quand même à mon sens le minimum parce que si tu mets 1000 dollars dans ton loyer, tu as 1000 dollars pour vivre et 1000 dollars tu vis bien ici, hein. Donc ouais, ouais. Niveau propreté d'ailleurs, tiens, c'est plutôt propre la ville ou le pays de tout ce que tu as fait ou pas? C'est comme, on va dire chez nous, tu vois des agents d'entretien, tu vois des choses comme ça ou comment ça se passe? Peut-être le point ouais, qui peut être un peu plus compliqué. Oui, il y a des agents d'entretien évidemment, il y a des agents de la ville qui sont là, mais la propreté c'est pas le point fort, en tout cas de Panama City. Dès que tu sors de Panama City, les plages sont paradisiaques et pour le coup c'est plutôt entretenu. Mais Panama City, non, c'est pas très très propre pour le coup, non, non. Après, c'est pas non plus sale, moi je sens pas, tu vois, voilà, mais c'est pas. Ouais, c'est un peu comme les Français, souvent on a cette image-là dès qu'on parle de ville en Espagne, où j'imagine on a tous entendu ça, hein, tu reviens de Madrid, tu reviens de Barcelone, ah c'était sale. C'est un peu ça, c'est-à-dire que oui, il y a quand même des détritus par dans la rue.
Moi, tu vois les locaux, ils vont manger, j'en sais rien, un sneaker, et dès qu'ils ont fini de manger, ils jettent le papier par terre en fait. Et donc c'est pas donc évidemment il y a des gens qui nettoient, mais en fait culturellement il y a un côté où l'environnement c'est un non-sujet et du coup bah tous les papiers ouais tout, en fait il y a ça c'est que tout est jeté par terre. Il y a pas de il y a pas de tri, il y a pas tout ça. Donc non non, sur la propreté c'est pas le point le plus fort, mais en même temps c'est pas non plus quelque chose que en fait tu le vois sans le voir. Moi je le vois plus aujourd'hui, c'est-à-dire que c'est peut-être dommage mais j'y prête plus attention parce que bon bah c'est comme ça en fait. Et moi, je participe pas à ça, hein, je fais attention, mais je veux dire, c'est que c'est comme ça. Donc, je pense que ça, c'est propre à chacun. Mais non, pour le coup, c'est globalement propre. Il n'y a pas d'odeur ou choses comme ça. Mais par contre, oui, si tu prêtes attention, tu vois qu'il y a des détritus partout, par terre. Euh, donc voilà. Ouais, non, sur ça, voilà, c'est pas ce qu'il y a de Mais mieux. comme tu dis, donc plus dans la ville que par exemple sur les plages. Les plages vont être plus Ah oui. entretenues, plus propres. Ouais, ouais, je pense que les plages, je sais même pas si c'est une question de, je pense que c'est peut-être aussi une question, il y a moins de personnes, en fait, ça dépend, à moi, les plages où je vais. Après, la plage, tu vois, je t'ai dit, tous les week-ends, les jeunes, ils vont faire la fête sur l'île. Moi, j'y ai été deux, trois fois ici. Alors, quand je dis les jeunes, c'est pas, c'est plutôt 20-25, hein, donc c'est pas non plus, voilà, mais, un peu esprit spring break, voilà. Ça, en fait, tu vois qu'il y a plein de détritus partout, en fait, du samedi au dimanche. Mais le dimanche soir, tout est nettoyé, bah, parce que j'imagine qu'ils font plus attention. Dans la ville, c'est aussi plus compliqué parce que c'est plus grand parce que bah il y a un flux constant de personnes et en plus moi où j'habite dans le bas de la ville vraiment au niveau de l'océan donc globalement tous les détritus ils arrivent là en fait donc il y Oui. a peut-être aussi ça mais c'est pas encore une fois c'est pas quelque chose qui est tu le vois tu le vois mais par exemple, j'ai rarement vu des poubelles amassées vraiment en mode tout est ouvert c'est dégueulasse tout ça, ça je l'ai pas vu c'est vraiment plus une question de t'as constamment plein de détritus partout par terre mais c'est pas tu marches pas sur les détritus non plus je sais pas comment tu veux le dire mais voilà. Mais sur ça, oui, c'est un peu moi, en tant qu'Européen, j'ai quand même vu la différence. C'est-à-dire que, même globalement, Paris, c'est pas, c'est, tu vois, tu vois pas non plus trop ça. En tout cas, euh, ouais, moi, je trouve que Paris est une ville globalement propre. Même si des fois on a des problèmes avec les poubelles et tout ça. Et là, ouais, tu sens qu'il y a un côté où tout le monde met tout par terre. Donc, voilà. Mais c'est pas non plus, C'est pas la même éducation. ouais, c'est plus ça, je pense, parce que globalement, non, non, il y a aussi des gens qui viennent, qui nettoient. Globalement, tous les jours, c'est nettoyé. Mais c'est juste que comme il y a constamment des gens, bah, voilà, ça se ressalit entre guillemets assez vite. Mais c'est pas. Je pense que pour le coup, oui, pour un Européen, c'est des choses que tu peux remarquer, que tu peux voir, parce que c'est quand même vraiment différent. Mais c'est pas moi dans ma vie au quotidien, ça m'impacte pas en fait. Oui, t'as quand même Tu du vois coup des pas? poubelles dans la ville, Ah oui. tu peux jeter tes Ouais, ouais. papiers normalement. Oui, si t'as envie d'être propre, tu vas trouver des poubelles. C'est juste que globalement, culturellement, les gens font pas ça. Et tu vois, à l'inverse, j'ai jamais vu de rats dans la rue, même le soir. Donc c'est ça en fait, c'est que ça amène pas, même s'il y a de la pollution dans ce sens-là, ça amène pas de nuisibles en fait, ou en tout cas ils sont pas visibles. Donc c'est pas, ouais, c'est pas, voilà. Mais je pense un peu comme même l'Italie, tu vois, dans les villes du sud, en Italie, pour avoir été à Napoli par exemple, c'est pas la ville la plus propre d'Europe. Et donc dans ce sens-là, tu le vois, mais est-ce que c'est pire? Pas du tout en fait. Je pense que oui, c'est globalement c'est un peu pareil. C'est plutôt un peu le stéréotype ville du Sud où voilà, peut-être que les gens font un peu moins attention, bah, comme en Espagne dans une certaine mesure. Dans certaines villes espagnoles, c'est pas non plus ultra propre constamment quoi. Oui, oui. Par contre, c'est tu vois Toi, par rapport à la Colombie, c'est pour le coup la Colombie c'est beaucoup plus sale. Il y a beaucoup plus de détritus, il y a beaucoup plus de problèmes de poubelles. Il y a tout ça, c'est beaucoup plus présent. Au Panama, il y a quand même les infrastructures sont là, donc c'est juste que je pense ouais, c'est une question de culture. oui, puis peut-être que ça va venir dans le temps si justement ils essayent de d'augmenter la qualité de vie, les bâtiments, les gens, ça peut changer. Ouais, je pense parce qu'en plus, pas dans mon immeuble, mais je sais qu'il y a deux, deux ou trois tours à côté de la mienne. J'ai vu qu'ils commençaient à faire du tri, en tout cas dans la tour. Donc, ils essayent d'éduquer les gens de la tour à. Il y a deux poubelles, vraiment tout ce qui est plastique et tout ce qui est déchets autres. Donc, ils essayent a priori d'aller dans ce sens-là. Maintenant, donc oui, oui, je pense que ça ira dans ce sens-là. Et voilà, mais c'est plus une question ouais, d'éducation et de culture, je pense. Et puis voilà, et puis c'est normal en même temps. T'habites dans un pays étranger, c'est pas la France, donc tu retrouves aussi des réalités de vie qui sont différentes, mais c'est pas impactant du tout. D'accord. Tu parlais justement d'animaux, comme quoi il y avait pas de rats. Il y a des animaux un peu, différents du coup de ce qu'on connaît en Europe? Des animaux dangereux ou il y a quelque chose que toi t'as vu ou pas? Ça, c'est une question que Vu je me non, pose. en centre-ville, dans les parcs ou autour de, bah en fait, au niveau de l'océan, t'as une
une avenue où les gens vont font beaucoup de sport, courent, marchent comme ça. Ça s'appelle la Cinca Costera. Et là, t'as des raccoons, je sais pas, ratons laveurs. T'as beaucoup de ratons laveurs ici, donc ça c'est assez perturbant de voir des ratons laveurs en centre-ville comme ça, qui sont D'accord, là, dans les parcs aussi. Et après en centre-ville, non, il n'y a pas grand-chose de. Si t'as des sortes de vautours. Alors, c'est pas des vautours, ils sont un peu plus petits, mais ça reste, c'est une espèce d'oiseau pareil, un peu euh, comme ça qui mangent les cadavres en fait. Donc qui eux sont beaucoup autour du port et choses comme ça. Donc t'as des sortes de, ouais, je sais plus l'espèce, mais c'est des sortes de vautours, hein. De toute façon, tu vois si tu regardes des photos du Panama, tu les vois. Donc ça, c'est assez impressionnant parce que bah, c'est gros déjà. Et puis ça, il y en a un peu partout au bord de l'eau. Donc c'est un peu les pigeons locaux. Mais ça attaque pas l'homme en fait, ça attaque rien. Ils sont juste là, mais c'est juste que c'est assez impressionnant et assez perturbant. Et après, par contre, quand tu vas à une demi-heure à peu près de Panama, là, tu commences à un peu avoir de la jungle. Et là, tu peux voir éventuellement des serpents, tu vois beaucoup l'animal local ici, hein, leur totem, c'est le paresseux. T'as beaucoup de paresseux aussi, tu les vois dans la nature, ils sont là, voilà. Donc ça, c'est voilà, mais j'ai pas vu de choses qui sont un peu agressives. Il y a des araignées qui peuvent être un peu dangereuses pour l'homme, mais a priori, elles sont pas agressives, elles ne t'attaquent pas. Et c'est un peu comme dans n'importe où, hein, si tu fais attention où tu marches, des choses comme ça. Donc non, moi j'ai pas vu de problème. Après, voilà, j'habite pas dans la jungle, donc quand j'y vais, c'est vraiment j'y vais un week-end, voilà, où il y a une petite forêt à côté de la ville où tu peux aller pareil faire un peu de randonnée. Voilà, c'est pareil, tu peux croiser des animaux vraiment spécifiques à la région, du monde, ou des oiseaux, beaucoup d'oiseaux qui sont différents. Mais il n'y a rien qui, en tout cas, qui va t'attaquer. c'est pas l'Australie, Les quoi. moustiques sont, non, non, pas du tout. Mais même en Australie, hein. En Australie, les trucs, ils vont pas t'attaquer, à part si vraiment tu passes la nuit dans le bush, au milieu de tout. Oui, oui. Dans la ville à Sydney, tu vois des kangourous, mais c'est pas les kangourous très grands qui attaquent, c'est des petits kangourous. Donc, dans Melbourne, dans Sydney, oui, tu peux voir des scorpions, ça peut être dangereux. Mais non, ici, par exemple, il n'y a pas ça. Ici, en tout cas, dans la ville, t'as pas ce problème-là. Je sais que quand tu vas j'ai été à côté faire des week-ends plus en bord de mer, où là, il y a des gens qui m'ont dit le matin, avant de mettre la chaussure, regardez, taper la chaussure par terre, parce qu'il peut y avoir un insecte, peut-être une araignée ou chose comme ça. Mais c'est le seul endroit où on me l'a spécifié. Mais à part ça, non, non, il n'y a pas de... Voilà. Mais je pense que quelque part, c'est aussi logique. C'est-à-dire que c'est comme en Asie, quand tu vas en Thaïlande, tu sais qu'il y a des scorpions, tu sais qu'il peut y avoir des choses comme ça. Donc, logiquement, bah, fais attention. Mais dans la ville, Panama City, il n'y a rien. Rien du tout. Pas de sujet à ce niveau-là. Ok. Oui, je me posais la question parce que c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai jamais entendu parler. Non, non, juste dans la jungle, ouais, t'as des scorpions, serpents, des trucs comme ça. Mais encore une Donc, fois, c'est pas eux qui vont t'attaquer a priori, à part si malencontreusement t'as marché dessus. Ou peut-être la nuit, tu vois, mais dans la journée, c'est pareil, ça reste. Moi, la jungle, on s'entend, hein, les endroits où j'étais dans la jungle, ça reste des sentiers globalement balisés ou en tout cas, tu sais que ils savent que t'es là, ils savent que t'as le droit d'y aller, donc ils t'envoient pas dans la jungle. J'ai pas été dans la jungle au milieu de tout seul, tu vois, au milieu de rien, où là, il y a peut-être plus de danger, voilà, mais donc oui, tu non, prends pas de sur risque non ça. plus. Non, non, j'ai pas été, non, non. À ce niveau-là, non. Mais en tout cas, si tu veux aller sur la plage, tu veux aller te baigner, tu sais que t'es tranquille. Il y a rien. Il y a rien, non, non. Il y a des poissons. Il y a plus de poissons qu'en Europe. En tout cas qu'en France. C'est vrai que dès que tu nages, c'est les Caraïbes, hein, déjà l'eau elle est transparente, donc voilà. Et donc tu vois que dès que tu nages, t'as plein de poissons qui sont autour de toi, tu vois la vie sous-marine, elle est présente. Mais c'est pas des poissons qui vont t'attaquer, il y a rien en fait. Et a priori, oui, quand tu vas au large, il y a des requins, il y a le requin baleine qui vit au large du Panama dans les Caraïbes en fait. Donc voilà, mais en bord de plage, il n'y a rien du tout. Il va t'attaquer. Par contre, tu vois, ça c'est intéressant. Tu vois beaucoup de poissons, tu vois qu'il y a de la vie en fait. Alors que c'est vrai que quand tu vas à la plage, j'en sais rien, à Marseille ou même en Bretagne, bah tu vois rien en fait. Ah bah tu T'imagines vois qu'il y a pas à des travers, poissons, hein. mais tu les vois pas. Donc ouais, là tu les vois. Donc mais non, non, il y a rien. Ouais, donc c'est vraiment, enfin, le côté plage est vraiment très paradisiaque. Ah bah sable blanc et eau transparente, turquoise, un peu verdâtre des fois, mais un beau vert, un peu émeraude. Non, non, sur ça, c'est magnifique. Et puis du coup, eau chaude, Pas... vu que tu dis qu'il fait Ah souvent chaud oui. là-bas. Ah bah l'eau, ouais, je pense qu'elle est à 28-30, j'en sais rien. Ouais, je sais pas pour le coup, mais elle est très chaude. Tu sens pas, en fait, tu sens pas qu'elle est froide, hein. Tu rentres, c'est presque l'eau de ton bain, hein. Non, non, pour le coup, sur ça, il n'y a pas de, c'est un non-sujet, hein. L'eau ici. Alors pas à Panama. Panama, de toute façon, Panama, tu t'y baignes pas. Dans Panama City, il y a accès, mais
L'eau, pour le coup, tu sens qu'il y a quand même tous les bateaux, il y a quand même, donc l'eau, elle est pas, l'océan ici, il est pas propre, mais dès que tu sors de Panama City, ouais, c'est plage paradisiaque quasi tout le long du pays, ouais. Et des deux côtés du pays, parce que comme le pays, il est de deux côtés, t'as le Pacifique et l'Atlantique, donc les deux côtés du pays, c'est paradisiaque. C'est un peu plus paradisiaque à mon sens du côté Pacifique, mais des deux côtés, dans tous les cas, c'est très beau, ouais. Ah, du coup, toi qui habites, et tu disais que tu avais la vue sur l'océan, par exemple, tu pourrais pas, à la fin de ta journée de travail, aller te baigner, ce serait un peu trop Non, pollué. non, t'y vas pas. T'as vraiment des jeunes, mais vraiment locaux dans le sens pas fou, hein, de locaux qui habitent là, qui des fois les enfants ils vont se baigner dans l'eau ici parce qu'il y a une sorte de petite plage si tu passes un muret, mais déjà il y a un muret qui c'est pas accessible, hein, y a personne qui dit rien, mais t'es obligé de sauter le muret. Et non, je pense qu'il y a personne qui a envie de se baigner là parce que pour le coup il y a les détritus, il y a tout ce qui est t'as tout le port en fait, donc tout ce qui est gaz des bateaux tout ça, donc non moi j'irai pas me baigner là. Mais oui, non, pour avoir accès à l'océan, bah là, aux plages, oui, tu t'es obligé quand même de prendre la route et de sortir à 20-30 minutes de la ville. Peut-être moins, j'exagère, peut-être même 15 minutes en fait. Ouais. Après, sinon, Oui, tu vas sur ça reste ce que correct. je te dis, sur l'île, oui, ça reste correct, dans tous les cas, c'est accessible facilement. Après, dans tous les cas, au pire, si tu veux pas prendre la voiture, tu peux aller sur l'île qui est, du coup, je te dis, en face de Panama City, t'as deux îles où tu peux aller, où t'as des hôtels, où tu peux vraiment passer le week-end, par exemple. Là, tu prends un bateau du port et le bateau, t'as 20 minutes de bateau et t'arrives sur une île qui est quasiment déserte. Il y a à peu près une soixantaine d'habitants à l'année et pour le coup, c'est très local, plage paradisiaque, choses comme ça. Donc en fait, non, si tu veux avoir la plage, tu l'as une trentaine de minutes en étant large. Et c'est aussi pour ça que je pense qu'il y a beaucoup de piscines quand même dans la plupart des tours et des immeubles parce que finalement, le soir, quand tu rentres après ta journée de travail, ce que les gens vont faire, c'est plutôt ça. Ils vont aller à la piscine plutôt qu'aller à la plage, ouais, je pense. Oui, c'est plus facile, tu vas à la piscine, tu rentres chez toi, tu es dans Ouais, la ouais. même, le même immeuble. Ouais, ouais. En tout cas, tous mes amis, tous les gens locaux, c'est ce qu'ils font. Je vois rarement des gens après la journée de travail qui partent à la plage. Le vendredi, évidemment, le jeudi, ça arrive, mais globalement, en semaine, les gens restent dans la ville. Un peu comme tout le monde, hein. Dès que tu travailles, dans tous les cas, t'as ta routine, un peu métro, boulot, dodo, ça reste la même, hein. Donc voilà. OK. Et une question après, je sais pas si toi tu sais un petit peu plus ou quoi, mais niveau des Mhm, hôpitaux, niveau tout ce qui va être médical, tu sais un petit mhm. peu comment ça fonctionne là-bas? Est-ce que c'est bien? Est-ce que tu sens que c'est entre guillemets, on va dire «sous-développé»? Tu sais un petit peu plus? Moi, j'y ai pas été confronté. Alors, je sais que t'as, bah, un peu, t'as tout ce qui est public, donc service public. A priori, c'est OK, mais pas aussi bien que le privé. Et après, tu as toutes les structures. Moi, par exemple, en tant qu'expatrié, mon assurance me permet d'aller plutôt dans tout ce qui est privé. Donc, en fait, les deux, trois fois où j'ai été voir un docteur, c'était dans le privé. Donc, pour le coup, tu as un vrai super service. Après, pour le service local, j'imagine que pour le coup, c'est un peu pareil hein, que dans tous les systèmes. Je pense qu'il y a plus de temps d'attente. De ce que j'ai compris des locaux, en tout cas, quand j'en parle, il y a un de mes amis qui a été chez le dentiste, du coup, pas dans un endroit privé. Très bon service. Le seul point, c'est qu'il a attendu peut-être une heure avant d'être traité ou quelque chose comme ça. Donc, il y a plus de temps d'attente. Globalement, après les hôpitaux, par contre, pour le coup, j'y ai été parce que j'ai accompagné un autre pote il y a quelques temps il avait un rendez-vous. En tout cas, je suis rentré juste dans la réception. C'était propre, c'était clean, bâtiment moderne, pas ultra moderne, mais peut-être qu'il y a une vingtaine d'années, trentaine d'années. Donc, non, sur ça, les infrastructures, elles sont OK. Et évidemment, je pense que oui, je pense que dans le système local, tu as plus d'attentes. T'as peut-être accès à de moins bons spécialistes peut-être, mais je pense comme dans tout système public-privé en fait. Donc sur ça, pas vraiment. Mais de toute façon, je pense qu'en tant qu'expatrié, c'est pas je pense, c'est que tous les expatriés que j'ai rencontrés, ils ont tous accès au système privé en fait. Donc dans le système privé, pour le coup, c'est un non-sujet. C'est euh, c'est des hôpitaux. En tout cas, il y en a un des derniers, moi dans mon quartier, c'est un hôpital ultra moderne. Voilà. Donc non, pour le coup, en tant qu'expatrié, c'est un non-sujet en fait. Tu iras que dans le privé de toute façon. Donc voilà. D'accord. Parce qu'en fait, le public, tu auras accès que si tu deviens panaménien. Donc, tant que t'es pas, de toute façon, tu auras ton assurance, ton assurance va payer le privé. Donc, dans tous les cas, non, pour le coup, pas de problème. T'as des pharmacies pour à peu près, t'as des pharmacies de nuit, t'as tout au niveau des pharmacies, t'as tous les mêmes services qu'en France. Non, pour le coup, t'as pas de sur ça. Moi, en tout cas, après, j'ai pas été confronté à quelque chose j'ai rien de grave, tu vois. Donc, voilà. Mais a priori, Tant non, mieux. t'as les mêmes infrastructures. Ouais.
Et du Pour le coup, coup, tu sais très pas si, américain. point de vue médicaments ou quoi que ce soit, tiens d'ailleurs, ce serait plus à l'américaine ou plus à l'européenne, si par exemple tu es bien couvert si tu dois acheter des médicaments ou non, ça tu sais pas? Bah pareil, si, il faut que tu... Non, c'est plus américain. Il faut que tu aies une assurance. Sinon, ça coûte cher. Ça coûte D'accord. cher. C'est pas remboursé, donc évidemment. Par contre, le Panama, et c'est assez marrant, bah non, c'est justement, c'est là où ça dépend des médicaments, mais j'ai vu des personnes, quand j'étais en Colombie, j'ai des amis localement qui m'ont demandé de ramener des médicaments, alors des trucs locaux, des trucs normaux, hein, genre de l'aspirine, voilà, de Colombie parce que ça coûte moins cher. Mais pour eux, mais eux, ils n'ont pas accès au système du coup. En tout cas, ils payent pas pour l'assurance, voilà. Donc pour les locaux, pour le coup, oui, ça coûte très cher a priori les médicaments et ça leur coûte moins cher d'aller en Colombie pour acheter les médicaments. Mais encore une fois, c'est spécifique. En tant qu'expatrié, tu auras une assurance qui va prendre qui va prendre ça en charge en fait. Donc pour le coup, non. Oui, donc en fait, tu es mieux loti en tant qu'expatrié dans le pays qu'une personne qui est résident dans le pays. Ah, mais ça, je pense que c'est malheureusement, c'est après, dans beaucoup de pays, c'est comme ça, hein. Le système privé est mieux, et du coup, en tant qu'expatrié, tu vas avoir accès que indirectement à ce système-là par rapport à ton assurance, soit de voyage, soit de carte, voilà. Et du coup, automatiquement, t'es un peu mieux, tu vas être potentiellement mieux loti que des locaux. D'accord, oh, c'est bon à savoir. Vu que moi j'ai eu des problèmes de santé, j'en profite pour demander, hein. On sait jamais. Non, parce que tu vois, en France, nous, on a un système qui est tellement atypique qu'évidemment, pour nous, c'est très compliqué de le voir comme ça. Mais quand je vivais à Montréal, Montréal, c'est pareil. Si c'est dans le public, t'as rien qui est remboursé. Donc, bah, en tout cas, voilà. Donc, c'est en tant qu'expatrié, soit tu prends une carte, soit quand t'es à Montréal, par exemple, ou même aux États-Unis, bah, t'es quasiment. Alors, Montréal, c'est un peu hybride parce qu'ils ont quand même une partie qui est remboursée par l'État. Mais s'ils veulent, par exemple, être remboursés à 100%, je crois qu'il y a à peu près 40 ou 50% qui est pris en charge par l'État. Donc, les autres 50%, c'est soit de leur poche, soit d'une assurance. Donc, en fait, c'est que nous, en tant que Français, on a tellement cette chance pour le coup, d'avoir ce système-là que ça nous paraît un peu bizarre, mais à l'étranger, finalement, c'est assez normal. Oui, oui, bah en France, c'est vrai que de ce côté-là, tu ne payes quasiment rien du tout. Tout est Mhm. remboursé. La seule chose où je vais te dire c'est un petit peu compliqué maintenant, c'est plus pour trouver des rendez-vous avec les spécialistes, où c'est un petit peu plus long. Et j'ai l'impression que le service de santé se dégrade quand même en France. D'accord. Bon, bah, tu vois, j'étais Pour y pas, avoir bah, été oui, je vois un dernièrement, peu. j'ai senti que voilà, ça se dégradait un peu. Quand j'ai eu rendez-vous avec un médecin et que une fois qu'il a fait l'intervention, j'ai eu des soucis derrière et qu'il m'a dit que, en gros, pas exactement, mais que c'était plus son problème, m'a fait comprendre qu'une fois que j'ai payé, bah, débrouille-toi, je l'ai un peu mal pris. Ouais, j'imagine. J'imagine, non, là, pour le coup, ici, en tout cas, moi, les seules fois où j'ai été, très bon service et tout est OK. Et en effet, je pense que le système français, il change un petit peu, malheureusement. Mais du coup, la France est quand même assez atypique à ce niveau-là par rapport à la majorité des autres pays, dans le monde. Pour le coup, le Panama, c'est assez similaire des autres pays du monde, hein. Le système de santé, peut-être un peu pris en charge pour les locaux. Je sais pas exactement parce que bah, comme je suis pas un local, je t'avoue, j'ai pas posé la question juste comme ça, mais en tant qu'expatrié, assurance, et t'as accès à tout, donc du coup, Oui, pas puis il y a le vraiment de côté où c'est sujet pas à ce niveau-là. insalubre. Ah non, pas du tout, pas du Voilà. tout. Pour le coup, absolument pas, absolument pas. Non, non, tout est très clean. Mais même, tu vois, par exemple, je parlais du tatouage à un moment donné, on pourrait croire que le tatouage, tu vois, en France, c'est quand même propre, c'est stérile, tout est clean. Là, c'est pareil, en fait. C'est un non-sujet, hein. C'est-à-dire que c'est pas, t'es pas, oui, c'est un pays du tiers-monde, malheureusement, parce que c'est la réalité, sur gorge qu'on suit, mais c'est pas du tout tu le ressens pas tant que ça, tu le ressens parce que tu sens quand même qu'il y a dans les gens, quand tu sors dans la rue, quand tu regardes autour de toi, tu sens qu'il y a une vraie disparité quand même même entre les locaux eux-mêmes, tu le vois, les classes très, très pauvres, en fait, tu les vois, c'est marqué. Mais, donc, en ce sens, tu vois qu'il y a un manque flagrant de, de répartition des richesses. Tu vois que, évidemment, il y a, comme je disais, la plupart des infrastructures, quand tu veux vivre, sortir, comme ça, c'est là, mais peut-être qu'il manque, en effet, tu vois, du transport public. La plupart des familles, justement, des classes plutôt pauvres ou populaires, ici, bah, malheureusement, n'ont peut-être pas accès à la voiture. Et vu qu'elles n'ont pas accès à la voiture, bah, elles peuvent pas vraiment se déplacer, ou alors, euh, c'est très compliqué. Il y a peut-être que 2 bus par jour entre leur ville et Panama City. Donc il y a une réalité en ce sens où tu sens que c'est pas encore super développé et que justement il y a un manque crucial de vraie bonne répartition, voilà.
Et donc, il y a sûrement des hôpitaux dans certains quartiers de Panama qui sont en moins bon état que d'autres. Mais globalement, si tu sors de ça, si tu prends en gros la plupart des expatriés qui vont pas être confrontés à ça, pour le coup, en tant qu'expatrié, tu vas avoir accès à une même qualité de vie qu'en Europe. Maintenant, c'est sûr que quand tu ouvres les yeux et que tu regardes la réalité localement, non, tu vois les disparités, et tu vois pourquoi pourquoi le Panama est encore considéré aujourd'hui comme ça en fait. C'est-à-dire que même tu vois au niveau des lignes téléphoniques, au niveau de tout ça, pour le coup, moi je suis pas confronté parce que sans faire de pub, moi je suis chez Free. Et chez Free, bah, le Panama fait partie des pays où, à l'international, tu peux utiliser. Moi, j'ai 35 gigas, je pense, qui sont inclus dans mon forfait. Donc, moi, j'ai pas de ligne locale ici. Par contre, une ligne locale ici, ça coûte un bras. C'est-à-dire que je pense que, bah, un bras façon de parler, mais je pense que t'es à 80 $. Donc, t'es un peu comme des prix, comme on avait en France il y a quoi, il y a 15-20 ans, tu vois. Donc, t'as plein de petites infrastructures. Par exemple, la télé par câble ici, c'est pareil, c'est un autre 80 $. Donc, t'as beaucoup de choses où, pour le coup, c'est assez cher. Donc, je pense que pour les locaux, ça impacte. Mais, encore une fois, pour quelqu'un d'international, tu vas pas être impacté en fait. Ce qui peut changer vu le développement que le Panama est en train d'avoir. Complètement, complètement. Après, est-ce que la répartition des richesses va vraiment avoir lieu? Ça, c'est une autre question et c'est presque de l'ordre politique. Et donc, en Oui. ce sens, tu vois qu'il y a un manque, il y a un vrai manque, voilà. Après, au niveau des écoles, tu vois, ça, c'est des questions où moi, je pourrais pas répondre. Mais j'ai l'impression que les écoles, c'est un peu pareil que pour l'hôpital, c'est-à-dire que l'école publique, et après, t'as tout ce qui va être, t'as des écoles privées françaises, par exemple, ici, t'as des écoles privées américaines, beaucoup. J'ai l'impression que pareil, t'as deux systèmes, en fait. Tu vas avoir les gens qui vont aller dans le public. Est-ce qu'il y a un vrai meilleur, moins bon niveau? Ça, c'est un débat presque sans fin. Et puis après, t'as tout ce qui est école privée. Donc, c'est pareil, t'as un peu ce système-là aussi au niveau des écoles. Mais ouais. Ok. Bah écoute, je pense qu'on a fait un petit peu le tour, à moins que toi, si tu as un point que tu veux parler un petit peu plus, plus en particulier. Non, moi, la seule chose, c'est plus j'imagine que les gens qui vont écouter le podcast soit sont des curieux pour venir, soit des curieux sur la partie investissement. Je pense que dans les deux cas, aujourd'hui, le Panama, c'est un pays, je pense, où il faut venir. Aujourd'hui, l'Europe, c'est quand même relativement facile de venir, c'est pas excessivement cher. Et déjà pour découvrir, parce que je pense que c'est un beau pays à découvrir, qu'il y a plein de choses à voir, qu'il y a des vraies belles choses à découvrir au niveau culture, culture locale, même la culture des personnes natives en fait. Il y avait quand même des personnes vrais natifs du pays ou qui vivent encore, soit dans certaines villes du pays, choses comme ça, ou même dans la jungle encore. C'est vraiment intéressant de découvrir sur du coup certains musées par rapport à tout ça. Et puis même pour la qualité de vie, je pense que c'est à découvrir. Pour la partie le Panama, est-ce que le Panama va se développer? Pour moi, c'est déjà en train de le faire en fait. C'est déjà en train de se développer depuis pas mal d'années. Ça va dans ce sens, ça continue de se développer beaucoup. L'aéroport international, ils ont ouvert un deuxième terminal il y a à peu près 6 mois, je pense, un ou 2 mois après que je sois arrivé. Donc maintenant, l'aéroport international est 2 fois plus grand qu'il n'était, donc il accueille plus de vols internationaux, il propose plus de destinations. Donc tout ça, c'est quand même des signes d'une internationalisation, d'une envie de s'ouvrir encore plus, d'accueillir plus de personnes. Donc non, non, pour moi, le Panama, c'est vraiment l'endroit où c'est la bonne période pour venir s'installer, investir le cas échéant. Mais je pense que ça va aller que a priori crescendo, hein. Moi, comme Oui, je là te on l'ai est dit en encore sur entrée le de, début. ouais, ouais. Pour moi, comme je te l'ai dit en entrée de podcast, ça me paraît encore accessible, ça l'est encore. Mon loyer, il a déjà commencé à être augmenté, donc c'est quand même un sens, ça va dans ce sens-là. Et je pense que ça va aller que dans ce sens-là, a priori, hein, vu toutes les infrastructures et tout ce qui est fait, donc voilà. Mais ne serait-ce que l'aéroport, juste l'aéroport, en fait, ils ouvrent un deuxième terminal, c'est pas pour rien, en fait. Oui, Donc, ça veut dire qu'il y a forcément plus de gens qui commencent à arriver et que eux visent aussi plus de tourisme. mhm, Enfin, plus de tourisme complètement. ou du moins plus de monde dans le pays. Et puis le deuxième aéroport, il est beaucoup plus moderne, donc il y a aussi une envie de se moderniser, d'avoir une meilleure image pour les touristes quand tu arrives à l'aéroport, une meilleure fluidification aussi, parce que l'ancien, quand il y avait que le premier terminal, moi en janvier, la première fois, donc 2023, quand je suis arrivé, il y avait que le premier terminal et c'était très long parce que du coup, bah, il y avait moins de lignes, il y avait évidemment de capacité. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus fluide, tout va beaucoup plus vite, tout est beaucoup plus agréable. Donc oui, et c'est à mon avis, du coup, c'est à l'image du Panama aujourd'hui. Tout est en train de se développer, de s'améliorer pour les choses qui sont améliorées. Encore une fois, hein, c'est pas. J'ai l'impression d'avoir dit beaucoup de positif parce que c'est aussi mon expérience et que, à mon sens, c'est vraiment ce qui en ressort. Maintenant, tout n'est pas non plus tout rose et comme on dit, alors l'herbe n'est pas nécessairement plus verte ailleurs, mais il y a aussi des défauts.
moi, le truc, c'est que dans ma vie au quotidien, les choses qui pourraient être considérées comme des défauts pour certains ne le sont pas pour moi. Donc voilà. Et le côté vraiment insécurité, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de fois des questions autour de ça. Je pense que c'est juste parce qu'en tant qu'Européens, on a une vraie mauvaise image de l'Amérique latine au sens global. Au sens global, on imagine que c'est que ce sont que des narcos et qu'on va être tué à chaque coin de rue. Et c'est pas vraiment le cas. Même j'ai été en Bah, Colombie, là, je suis actuellement à Buenos Aires. Je me suis pas du tout senti en insécurité que ce soit en Colombie. J'ai été au Salvador aussi. Bon, Salvador, on sait que ça a été nettoyé à tort ou à raison, mais j'ai ouais. été dans d'autres pays du coup et il y a aucun endroit où je me suis réellement senti en insécurité. Donc, je pense que c'est un peu une mauvaise image ou une fausse image qu'on peut aussi avoir en tant qu'Européen ou en tant que Français. Oui, ça, pour moi, c'est plus du coup une vieille image qu'on a eue avant. Et cette image-là, elle a jamais Mhm. changé en fait. C'est ça, je pense, ouais, complètement. Et puis quelque part, est-ce que à tort ou à raison, mais pour moi, c'est vraiment ça. Je pense que on a plus peur de ce qu'on croit être le Panama ou d'autres pays d'Amérique latine et la réalité. Mais il y a aucun de ces pays où je me suis réellement senti en danger. Si, en Colombie, je me suis quand même plus senti en danger en Colombie qu'au Panama, parce qu'au Colombie, tu sens qu'il y a une pauvreté qui est beaucoup plus grande et que dans certains quartiers, alors moi j'étais à Carthagène, dans certains quartiers de Carthagène, tu sens que la nuit, à mon avis, c'est peut-être pas la meilleure idée d'y aller avec ton téléphone à la main, par exemple. Et encore une fois, c'est avec ton téléphone à la main. Est-ce que je me serais fait agresser ou est-ce que les mecs, tu vois, j'en sais rien. J'imagine, mais en tout cas, je le sais pas. Mais le Panama, à aucun moment, je me suis senti, même ne serait-ce qu'avoir eu cette impression-là, quoi. Donc, non, pour le coup, et encore une fois, le Panama, tout le monde parle, tout le monde. Globalement, les gens parlent bien anglais. Donc si c'est un frein, tu vois, pour un Français qui parle pas espagnol, bon, après nous on sait que nous en tant que Français on n'est pas les meilleurs non plus en anglais, mais a priori en tout cas ici ils parlent bien anglais, donc si on considère que c'est quand même la langue internationale, bah c'est moins problématique que d'aller dans d'autres pays où t'es vraiment obligé de parler espagnol. Par exemple en Colombie, si tu parles pas espagnol, ça peut être plus compliqué quoi. Donc, donc, voilà, mais non, non, je pense que c'est le bon moment aujourd'hui de visiter le Panama s'il y a des curieux et de se faire sa propre expérience, mais voilà. Ok, bah oui, parce que moi, c'est pour ça justement que je voulais que tu interviennes sur le podcast, étant donné que tu es une personne qui réside au Panama, qu'on a des avis, mais que, bah, enfin, jusqu'à maintenant, j'ai jamais entendu vraiment un discours de quelqu'un qui vit sur place pour dire un petit peu son ressenti. Je me suis dit que ça pouvait être pas mal d'avoir bah, le ressenti de quelqu'un qui est sur place et qui dit un petit peu, voilà, moi je me sens bien, je me sens pas bien, les points positifs, les points négatifs. Bah, dans tous les cas, je pense que j'ai répondu avec évidemment mon point de vue. Hein, si j'avais des enfants, une famille, tu vois, peut-être que mon point de vue serait aussi différent. Pas nécessairement mieux ou moins bien, mais juste différent. Mais globalement, ouais, encore une fois, hein, je pense venez regarder, évidemment regardez ce qui se dit sur Internet, mais ne prenez pas non plus tout ce qui se dit sur Internet en considération, parce que des mauvaises expériences, il y en a partout, et donc ça veut pas dire que les gens de ce qu'ils disent sur Internet est faux, mais des fois c'est peut-être un peu grossi ou c'est juste aussi malheureusement, voilà. Mais moi, pour y être, j'ai jamais vu de mes yeux rien de vraiment problématique. Les gens sont souriants, la police. Aussi, j'ai été arrêté une fois parce qu'on m'a demandé mes papiers. Du coup, ça arrive un peu plus régulièrement qu'en France. Mais du coup, bah y a rien. Hein. Tu montes tes papiers, tout va bien, les gens sont souriants, donc il y a pas de. Non, non, pour le Peut-être le coup, côté c'est. étranger. Oui, oui, évidemment. Je pense que et puis c'est normal en fait, c'est normal. Quand tu prends le métro, en fait, il y a beaucoup de sécurité dans le métro. Et du coup, il y a de la police dans certaines stations, et généralement, ça arrive qu'ils... Non, c'est même pas moi en tant qu'étranger, c'est qu'en fait, ils demandent l'identité à tout un wagon, par exemple. Donc voilà, c'est comme ça, je pense qu'ils font des contrôles de temps à autre. Et voilà, mais quand bien même, bah, les gens sont souriants, tu vois, c'est pas... Tout ça pour dire, j'ai les expériences que j'ai pu avoir policières en France, j'ai eu des gens qui étaient beaucoup moins souriants, beaucoup moins agréables, alors qu'ici, bah, la plupart des gens, globalement, dans les commerces, les gens sont souriants, dans les restaurants, les gens sont souriants, dans la rue, les gens se parlent, donc tu sens que tu as quand même un côté peu agréable, en fait, tout simplement, qui change de... Moi, en plus, à la base, je viens de Paris, je viens de Montreuil, donc à Paris, c'est pas non plus l'endroit où les gens sont le plus souriants en France, disons. Donc, en tant Non. que Parisien, ça te fait, ça change un peu aussi en ce sens, mais... Donc, non, non, je pense que à voir, à venir, voilà. Et après, juste par rapport au loyer, donc je te disais un peu le prix, et, euh, et Panama est un peu quand même différent parce que ça reste la capitale, donc tout est, dès que tu sors de Panama, dès que tu sors voilà, s'il y a des gens qui veulent, j'en sais rien, aller par exemple à Boquete, disons digital nomade, moi je préfère la montagne parce que aussi l'avantage de Boquete c'est que c'est moins chaud. Il fait peut-être 25 degrés à l'année, entre 20 et 25 degrés à l'année. Parce que 35 degrés sur le papier, c'est très agréable. C'est très agréable, mais
Ça reste très chaud, hein, donc faut s'y habituer, hein. Moi, je trouve que c'est bien, mais voilà. Mais du coup, il y a des personnes qui vont peut-être préférer des climats un peu plus froids, un peu plus tempérés. Donc l'été, les loyers, c'est quasi, tu tombes à... J'ai vu des maisons avec un terrain dans la ville, t'es à, euh, t'es à 500 ou 600 dollars en termes de loyer mensuel. Donc en fait, c'est aussi, vu qu'on parlait des loyers, évidemment, Panama City, c'est la capitale, donc c'est aussi plus cher que d'autres villes du pays. Donc en fonction des profils, t'as de tout ici. Donc voilà, Ce qui est c'était plutôt juste pour intéressant. finir sur ça. Ouais, ouais, non, complètement, complètement, complètement. Panama, ça reste la capitale avec plus d'infrastructures, mais aussi des choses qui sont, bah, le coût de la vie est un peu plus cher que dans les autres villes du pays. Donc voilà. Ok, bah écoute, je pense qu'on a fait le tour. Mhm. En tout cas, Complètement. merci à toi encore une fois bah, d'être intervenu sur ce podcast et d'avoir éclairé un petit peu bah, tout ce qui va être côté Panama. Je pense que ça va intéresser beaucoup de personnes. Bah, avec grand plaisir. Dans tous les cas, s'il y a d'autres questions, je pense que les gens peuvent le dire dans tes commentaires et je viendrai y répondre le cas échéant. Et sinon, les gens peuvent me contacter sur Telegram. Dans tous les cas, comme on avait fait sur l'autre podcast, voilà, s'il y a des questions sur le Panama ou la blockchain, la sécurité, voire Reality, les gens peuvent me contacter dans tous les cas. Donc voilà. Et puis en Et tout cas, puis, c'était un plaisir encore une fois. en Mhm. fonction des autres questions, on n'est pas à l'abri de pouvoir faire un autre podcast encore. Le cas échéant, définitivement, si vous avez des questions, j'en sais rien, spécifiques ou choses comme ça, pourquoi pas refaire en effet un épisode 2 où on va vraiment répondre aux questions de ta communauté avec grand plaisir.